Dans les recoins oubliés de Riverview, là où les ombres s'allongent et où l'espoir s'amenuise comme une flamme mourante, une petite silhouette se recroqueville contre le vent glacé. Lily, 5 ans à peine, abandonnée par ceux qui auraient dû la protéger, serre contre elle une couverture et y met son unique trésor dans un monde qu'il a jugé trop fragile, trop insignifiante, trop encombrante. Sous le halo vacillant d'un lampadaire, elle tremble près d'une benne à ordures, les genoux contre la poitrine, essayant d'échapper à la morsure du froid et au grondement lointain de la ville. C'est là que Marcus Reynolds, un vétéran sans abri, la découvre. Ses mains calleuses et son cœur usé ont connu la guerre, la perte, la honte et le silence des nuits sans toit. Mais en voyant cet enfant, quelque chose se réveille en lui, un élan ancien, presque oublié, celui de protéger, de reconstruire, de croire encore que la bonté a un sens. Malgré sa misère. Marcus se met à rassembler tout ce qu'il trouve, planches rejetées sur les chantiers, bâches trouées, clous tordus. Chaque débris devient une promesse. À force de patience, il érige un abri pas. Seulement un refuge contre la pluie, mais le premier acte d'une rédemption partagée. Lorsque le soleil d'hiver commence à peine à effleurer la ligne D. Toi, Marcus ouvre les yeux sur une nouvelle journée. 62 années de vie ont creusé autour de son regard des sillons profonds, souvenirs de batailles intérieures et de joie trop vite effacées. Le béton froid sous son dos lui rappelle où il se trouve, un entrepôt désaffecté, devenu le dernier refuge d'une douzaine d'âmes errantes. Il replie sa couverture avec une précision militaire. L'habitude ne l'a jamais quitté. 20 années dans l'armée lui ont appris à mettre de l'ordre dans le chaos, à tenir bon quand tout s'écroule. Dans son chariot branlant, il range méthodiquement le peu qu'il possède. Puis, du fond de son sac, il sort une petite boîte à tabac cabossée. À l'intérieur, protégé dans un sachet plastique, une photo, un homme plus jeune. Debout aux côtés d'une femme et d'un petit garçon. 3 sourires figés dans un temps révolu, avant que la vie ne s'effondre. Bonjour, soldat. Lance Frank, un autre vétéran, en coinçant ça. Couverture sous le bras. Encore un jour au paradis, répond Marcus avec un demi-sourire. Café chaud à Saint-Michel aujourd'hui. Marcus hoche la tête. Il connaît la routine, le mardi et le jeudi. Les bénévoles de l'église ouvrent le sous-sol, servent du café et laissent les sans-abri se laver. À Riverview, tout suit un cycle précis. Le matin, le petit déjeuner à Saint-Michel. Ensuite, se réchauffer à la bibliothèque publique jusqu'à midi. À 13h, la soupe populaire de la 5e rue. L'après-midi, la collecte des canettes et bouteilles consignées. Cette routine le maintient en mouvement, l'empêche de trop penser à la photo dans la boîte métallique. Avant de partir, il jette un regard vers un morceau de bois trouvé la veille, un battant de placard en acajou. Jeté parce qu'une charnière manquait. Les gens jetaient tant de choses réparables. Marcus, lui, voyait encore la beauté dans ce qui était brisé. À Saint-Michel, la file avance lentement. Les odeurs de café, de soupe et de lessive flottent dans l'air. Marcus reste silencieux, comme toujours. Les bénévoles l'ont catalogué comme « l'homme poli ». Celui qui dit toujours merci, madame ou merci, monsieur et qui nettoie sa table avant de partir. Aucun d'eux ne sait les cauchemars qui le réveillent la nuit, ni les voix du passé qu'il tente d'oublier dans le silence du matin. De nouvelles chaussettes aujourd'hui, Marcus, dit sœur Catherine avec un sourire bienveillant, lui tendant une paire propre. Et un petit mot sur le tableau d'affichage, il cherche des journaliers sur le chantier de Maple Street. Marcus la remercie simplement. 8 mois sans toucher à la bouteille. Un miracle silencieux. Peut-être que ce travail vaut la peine d'essayer. Avant tout cela, avant la chute, il était charpentier. Il savait travailler le bois, sentir la vie sous la matière. Après s'être lavé, il se dirige vers son coin habituel derrière la bibliothèque. Le quai de chargement le protège du vent. Il s'assoit sur un vieux carton et déplie un journal trouvé dans une poubelle. Lire est devenu son dernier luxe. Il suit encore l'actualité. Résout parfois les mots croisés pour garder son esprit alerte. Soudain, un mouvement attire son attention. Un bruit léger, un froissement. Marcus se fige. Probablement un chat, se dit-il. Mais le son revient, accompagné d'un petit toussautement étouffé. Il se lève,
prudence dans chaque geste, et s'approche du conteneur métallique. Lorsqu'il en fait le tour, il s'arrête net. Là, recroquevillée contre la paroi froide, se trouve une fillette. Sale, épuisée, les joues striées de larmes séchées. Dans ses bras, une couverture si déchirée qu'elle n'offre plus qu'une illusion de chaleur. Ses yeux immenses le fixent, pleins de peur. Et, petite, murmure Marcus, sa voix adoucie par une tendresse oubliée. Tu vas bien? Elle ne répond pas. Elle serre sa couverture. Se recule d'un centimètre, prête à fuir. Je m'appelle Marcus, dit-il en gardant ses distances. T'as faim? Elle hoche à peine la tête. Alors il sort de son sac un demi-sandwich qu'il avait gardé du matin. Il le dépose au sol entre eux et recule de quelques pas. Vas-y, mange. Elle le saisit, dévore les morceaux à toute vitesse, comme un animal affamé depuis des jours. Marcus la regarde. Une douleur sourde au fond de la poitrine. Il connaît cette faim, pas seulement celle du ventre, mais celle du cœur, celle d'être invisible. Où sont tes parents? Demande-t-il doucement. Silence. Seuls les bruits lointains de la circulation répondent. Je ne vais pas te faire de mal, tu sais. C'est promis. Elle l'observe longuement, puis finit par murmurer, d'une voix presque inaudible. Lily. Ce prénom, simple et fragile, bouleverse Marcus. Ce mot change tout. Lily. Le nom d'une fleur qui pousse même dans la boue. Les services sociaux. Plus tard, parlerait d'un syndrome de non-développement. Fêlure tout drive, disait-il, d'un ton clinique. Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait jamais eu la chance de s'épanouir. Elle était née 5 semaines trop tôt, pesant à peine 2 kilos. Sa mère, Jessica, n'avait que 19 ans, perdue dans un monde qui n'avait pas eu de place pour elle non plus. À la maternité, elle regardait sa fille à travers la vitre de la couveuse, comme si elle observait l'enfant d'une autre. Elle est si petite, murmurait-elle aux infirmières. Et si je la casse? Quand elles rentrèrent enfin à la maison, Jessica ne put se résoudre à couper le bracelet de plastique rose autour du poignet de Lily. C'était la seule preuve tangible qu'elles appartenaient encore l'une à l'autre. L'appartement était froid, les murs minces, le chauffage souvent en panne. Jessica enchaînait les doubles services au restaurant, laissant parfois le bébé à une voisine ou, pire, seul dans un tiroir de commode tapissé de couvertures. Les nuits étaient longues, peuplées de pleurs et de prières murmurées. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je fais de mon mieux. Je t'en supplie. Quand Lily eut 2 ans, un homme nommé Kyle entra dans leur vie. Avec lui vinrent les cris, l'odeur d'alcool et la peur. Jessica s'accrochait à lui par désespoir plus que par amour. Peu à peu, le monde de Lily se réduisit à un coin de chambre, une peluche sans yeux et le goût du silence. Un soir d'hiver, la porte claqua. Des voix montèrent, des objets volèrent, puis le silence. Quand Jessica partit au travail le lendemain, Kyle resta. Et Lily ne revit plus jamais sa mère. Des années plus tard, dans ce même hiver cruel, c'est Marcus qui la trouva. Une enfant aux yeux trop grands pour un si petit visage. Et dans ce regard, il vit la même détresse qu'il avait jadis portée, celle d'un être qui n'attend plus rien. Alors, il fit la seule chose qu'il savait encore faire, construire. À partir de planches abandonnées, il érigea un abri derrière la bibliothèque, puis un feu, puis un semblant de foyer. Il partagea ses repas, lui apprit à parler sans trembler, à marcher sans craindre chaque bruit. Peu à peu, Lily apprit à sourire. Marcus, lui, redécouvrit ce que signifiait espérer. Chaque soir, il lui racontait des histoires de bois et de ciel, de maisons qu'il avait bâties autrefois, de soldats qui se promettaient de rentrer un jour chez eux. Et quand elle s'endormait blottie contre lui, il sentait que, malgré le froid et la pauvreté, quelque chose de sacré renaissait à la fois en l'humanité, simple et pure. Riverview restait une ville de cicatrices et d'ombre, mais dans son coin. Oublié, un vieil homme et une fillette apprenaient à guérir ensemble. Marcus comprit alors que, parfois, les miracles ne tombent pas du ciel, ils se construisent, planche après planche. Avec les mains tremblantes de ceux qui ont tout perdu, mais choisissent encore d'aimer. Dans un monde où l'enfance de certains se dissout dans l'ombre de l'indifférence, la petite Lily apprit très tôt à se faire minuscule.
Son père n'avait ni la patience ni la douceur qu'exige un enfant fragile. Elle parlait peu, se réfugiait dans le silence comme dans un abri. Il la regardait avec dédain. Sa bière à la main, Y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette gamine. Même le médecin, après un rapide examen, confirma d'un ton distant, un léger retard de développement, rien de grave. Il lui faut simplement du temps et de l'attention. Mais le temps et l'attention sont des luxes que la pauvreté ne permet pas. Jessica, sa mère, en savait quelque chose. Quand elle perdit son emploi, le monde se referma sur elle, factures impayées, frigo vide, nuit blanche. L'avis d'expulsion arriva un matin de pluie. Alors, faute d'autre option, elle accepta l'aide d'Aunt Patty. Sa tante, une femme sèche dont la bonté avait des limites. Juste le temps que tu te remettes sur pied, dit-elle en leur ouvrant la porte de sa caravane. Son regard, toutefois, se posa sur Lily. Avec méfiance, cet enfant a besoin de choses que je ne peux pas lui donner. La caravane tremblait au moindre vent, mais elle avait un petit carré d'herbe derrière, où Lily passait des heures à observer les fourmis et ramasser des cailloux. Elle les alignait avec un soin maniaque, cherchant dans cet ordre fragile une logique que sa vie n'avait pas. Parfois, elle montrait ses trouvailles à sa mère, regarde, maman. Mais Jessica regardait ailleurs vers les absences de Kyle, son compagnon, vers les pilules qui calmaient la douleur, vers la vie qui se délitait. Au bout de 6 mois. Aunt Patty céda. Je te l'avais dit, Jessie. Je ne suis pas faite pour m'occuper d'un enfant à besoins spéciaux. Jessica protesta, elle n'est pas à besoins spéciaux. Elle est juste petite pour son âge. Mais le mot était lâché, et il colla à Lily comme une étiquette. Elle fut confiée à Mitch, le cousin de Jessica, et à sa femme Brenda. On la garde jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. D'accord? Mais toi, Jessie, il faut que tu cherches de l'aide. Lily avait 4 ans. Toujours menue, toujours silencieuse. Brenda fit de son mieux, jouets éducatifs, histoire du soir. Repas chaud. Mais le mutisme de la fillette la déroutait. Pourquoi elle ne me parle pas, soupirait-elle à son mari. En vérité, Lily savait que le silence plaisait aux adultes. Alors elle hochait la tête, ou la secouait, répondant juste ce qu'il fallait. Une nuit, Brenda demanda doucement. « Tu es heureuse ici, Lily ?»« Je suis sage, » répondit la petite. C'était ça. Phrase refuge, sa clé de survie, être sage. Les mois passèrent. Les appels de Jessica se firent rares, puis cessèrent. Mitch perdit son emploi dans la construction. Les disputes commencèrent en chuchotement après le coucher des enfants, puis devinrent des cris qui fendaient les murs minces de la maison. On ne peut plus se le permettre, lançait Mitch. Mes gosses ont besoin d'appareils dentaires, de vacances. Et elle n'est même pas à nous. C'est ta famille, répondait Brenda, la voix tremblante. Lily, blottie dans sa couverture, faisait semblant de dormir. Chaque soir. Avant de fermer les yeux, elle rangeait ses trésors, 3 livres, une brosse bleue, un caillou lisse pris dans le jardin d'Aunt Patty, et un bracelet d'hôpital trop petit qu'elle maintenait avec du ruban adhésif. Ce bracelet était son seul signe d'appartenance au monde. Puis vint la nuit de l'abandon. Mitch s'accroupit devant elle, évitant son regard. « Ta maman arrive, Lily. Attends ici. Sur ce banc. D'accord ?» La petite hocha la tête. Elle savait obéir. Elle savait attendre. Elle resta là 6 heures, immobile, tandis que la gare se vidait. Quand le gardien la trouva. Elle était encore assise, les jambes pendant dans le vide. « Où sont tes parents, ma puce ? » « Ils arrivent, » répondit-elle simplement. Mais personne ne vint. Ni cette nuit-là, ni le lendemain. Quand les services sociaux furent appelés. Au milieu du chaos d'un changement d'équipe, Lily glissa hors de vue, s'évanouissant dans la ville comme un souffle. Pendant 3 jours, elle erra. Elle dormait dans les encorbellements de portes, buvait l'eau sale des flaques, se nourrissait de miettes. Le bracelet d'hôpital, désormais couvert de crasse, restait pourtant solidement attaché. C'est ce détail que Marcus remarqua le premier, ce petit signe administratif sur une enfant effacée du monde. Marcus passait ses journées à fouiller derrière le magasin de bricolage Wilson. Les entrepreneurs y jetaient des matériaux encore utilisables, planches à moitié intactes,
sacs de ciment durci mais récupérables, clous rouillés. Ce que d'autres voyaient comme des déchets. Il y voyait des ressources. C'est là qu'il la trouva, recroquevillée contre une benne à ordures, ses grands yeux noirs fixés sur lui sans peur ni confiance. 3 jours avaient passé depuis leur rencontre. 3 jours à apprivoiser sa méfiance, à la nourrir de restes qu'elle dévorait avec une hâte silencieuse, comme si chaque bouchée pouvait être la dernière. « Reste près de moi. » lui dit-il d'une voix douce mais ferme. Elle hocha la tête. Depuis, elle ne s'éloignait jamais à plus d'un bras de distance. Elle parlait peu, observait tout. Ses yeux suivaient chacun de ses gestes. Marcus, agenouillé devant un tas de bois abandonné, passa sa main calleuse sur une planche. Celle-ci est bonne, pas même tordue. Il la mit de côté et sortit de sa poche un vieux crayon de charpentier, usé mais intact, son trésor trouvé la veille. Autrefois, il avait eu des outils de qualité, mais il les avait vendus un à un pour payer son alcool. Ce crayon, banal et précieux, lui rendait un peu de dignité perdue. « On va faire une liste, dit-il. » Il prit un morceau de carton et commença à dessiner. Un abri, d'abord. Juste de quoi bloquer le vent et la pluie. Lily observait, fascinée. Puis elle désigna le dessin du doigt. « Maison » demanda-t-elle d'une petite voix. Le mot le prit de court. Maison. Pour lui, ce mot appartenait à un autre temps. À une vie effacée par les factures médicales de Sarah, par la mort de leur fils Jacob, par la perte de tout ce qui donnait un sens à se battre. Pas vraiment, répondit-il doucement. Plutôt un abri. Un endroit sûr. Lily réfléchit, puis hocha lentement la tête avec un sérieux presque adulte. D'accord. Alors ils travaillèrent jusqu'au crépuscule. Marcus collectait les matériaux, Lily, avec ses petites mains, récupérait clous et vis tombés entre les planches. Elle était étonnamment forte pour sa taille, traînant les planches plus légères jusqu'à leur petit tas. L'armée m'a appris à faire avec ce qu'on a, expliqua Marcus. Rien ne se perd, tout sert. Il avait choisi leur emplacement avec soin, un ancien quai de chargement derrière une filature abandonnée. 3 murs de béton, un morceau de toit encore solide, invisible de la rue mais proche du refuge pour les urgences. Et surtout, un lieu oublié de tous. Cette nuit-là, une fine pluie commença à tomber. Marcus se hâta de placer les planches pour former un 4e mur. À l'intérieur, il disposa 2 sacs de couchage, le sien, élimé, et un petit, donné par sœur Catherine du refuge. C'est pas grand-chose, dit-il, presque honteux, tandis qu'il se glissait à l'intérieur. La lampe de poche bon marché diffusait une lumière tremblante. Lily regarda autour d'elle, impassible. Puis, minutieusement, commença à ranger ses affaires, sa couverture, une cuillère en plastique, quelques bouchons qu'elle collectionnait. Quand elle eut fini, elle s'enroula dans son sac de couchage. Bien, dit-elle simplement. Marcus sourit dans l'obscurité. Ce mot valait toutes les bénédictions. Pendant les 3 semaines qui suivirent, il améliora leur abri, entre 2 tournées pour chercher nourriture et matériaux. Le crayon de charpentier ne quittait jamais sa poche, chaque soir, il traçait de nouveaux plans, une planche ici, une fenêtre là, une vraie porte bientôt. Et peu à peu, dans ce coin oublié de la ville, quelque chose de fragile prit forme, pas seulement une cabane, mais le commencement d'un foyer. Un lieu minuscule où 2 êtres rejetés par le monde commençaient, sans le savoir encore, à se reconstruire mutuellement. Sous le toit fragile de Riverview. Il avait élevé leur abri de fortune sur une plateforme de bois, juste assez haute pour les protéger de l'humidité du sol. Il y avait ajouté quelques planches formant des étagères pour leur rare possession et un verrou improvisé qui donnait à la porte un semblant de sécurité. Chaque clou, chaque corde tendue portait la trace de ses mains calleuses, d'un effort né d'une obstination silencieuse, offrir à cet enfant un refuge, aussi humble fût-il. Sœur Catherine, habituée à le voir chaque matin au service de café de l'église Saint-Michel, avait remarqué son absence. « Où te caches-tu donc, Marcus » demanda-t-elle quand il reparut enfin pour remplir leur bidon d'eau. « J'ai un projet » répondit-il évasivement. Il n'était pas prêt à parler de Lily, ni de ce que cela signifiait. Au fond de lui, il savait que si le système la découvrait, on la lui arracherait.
Il se répétait que cet enfant méritait mieux qu'un ancien soldat sans toit, mais son cœur refusait de s'y résoudre. La première épreuve vint avec un orage. Le tonnerre fit trembler les vitres du centre-ville de Riverview, et les rafales martelèrent leur abri comme pour éprouver sa résistance. Marcus observa avec angoisse l'eau s'infiltrer par les fissures du toit. Lily, elle, semblait indifférente, déplaçant calmement son sac de couchage vers un coin sec. Ses yeux suivaient les gouttes qui tombaient, comme si elle observait une expérience scientifique. On réparera ça demain, promit Marcus, ravalant la vieille sensation d'échec. Lily hocha simplement la tête, puis, dans l'obscurité, chercha sa main. Ce fut la première fois qu'elle initiait le contact. Ses doigts minuscules se refermèrent autour des siens, rugueux et abîmés. « C'est mieux, dit-elle doucement. »« Mieux que quoi ?»« Mieux qu'avant. » À cet instant, leur abri cessa d'être seulement un toit. Il devint un lien, fragile mais vivant, entre deux âmes échouées. Les jours suivants s'installèrent dans une routine presque militaire. Marcus se levait chaque matin à 6h15 précise, comme au temps de l'armée. Dans un petit agenda récupéré dans une benne de recyclage, il notait tout, les horaires des soupes populaires, les jours où les églises servaient des petits déjeuners, les heures d'ouverture de la bibliothèque, les rares toilettes publiques propres et discrètes. Lundi, murmurait-il sans hausser la voix, pour ne pas effrayer Lily. Les baptistes de First Street servent des œufs aujourd'hui. La fillette s'adapta avec une étonnante rapidité. En quelques jours, elle connaissait l'heure. Emploi du temps par cœur et, parfois, le corrigeait même. 3 pâtés de maison, disait-elle d'une voix claire, en indiquant la direction du centre communautaire. Elle parlait peu. Mais chaque mot semblait peser, réfléchi. La toilette posait plus de difficultés. Marcus pouvait parfois se doucher au foyer pour hommes, mais y amener Lily était impensable. Il trouva une solution de fortune, il remplissait un vieux bidon de lessive avec de l'eau des fontaines publiques, le laissait chauffer au soleil derrière leur abri, puis, avec un morceau de savon ébréché et une patience infinie, aidait la petite à se laver. Il se tournait toujours pour lui laisser un semblant d'intimité pendant qu'elle frottait son petit corps maigre. Un matin, alors qu'il chauffait un peu d'eau dans une boîte de conserve, Lily le regarda faire et murmura. « Ma maman faisait pareil. » Le commentaire le surprit. « Faisait quoi, petite ?» Elle faisait que tout marche, jusqu'à ce qu'elle n'y arrive plus. Marcus hocha la tête sans insister. Ce jour-là, dans son agenda, il nota, première mention volontaire du passé. Chaque soir, il y consignait les petites victoires de Lily, en lettres minuscules et régulières, à utiliser une phrase complète, à sourire à une blague, à manger tout son repas. La nourriture demeurait leur plus grand défi. Les maigres allocations de vétérans de Marcus suffisaient à peine pour une personne. Maintenant, il sautait des repas pour que Lily puisse manger à sa faim. Il tenait les horaires des banques alimentaires avec la rigueur d'un moine et lui apprit à repérer les restaurants dont les poubelles pouvaient contenir des restes encore emballés. Jamais rien d'ouvert, jamais rien qui sente mauvais, répétait-il. Lily hochait la tête sérieusement. Comme un cours de science, dit-elle un jour. Marcus releva brusquement les yeux. Tu te souviens de tes cours de science? Oui. Madame Bennett, 3e année. Elle avait les cheveux rouges. Dans l'agenda, souvenir précis de l'école. Leur vie suivait un rythme étrange mais ordonné. Les matinées étaient consacrées aux besoins essentiels, repas, eau, lessive. Les après-midi, quand le temps le permettait. Marcus réparait ou améliorait leur abri pendant que Lily lisait des vieux magazines ramassés sur les trottoirs. Parfois, il lui montrait les mots. « Tu es intelligente », lui dit-il un jour alors. Qu'elle déchiffrait laborieusement un texte. Elle leva vers lui des yeux pleins d'incrédulité. Il disait que j'étais lente. La colère lui monta au cœur, mais il la ravala. Il se trompait. Les soirées étaient les plus périlleuses. D'autres sans-abri erraient parfois dans les ruelles proches. Marcus avait installé un système d'alarme rudimentaire, une ficelle reliée à des boîtes de conserve. Il apprit à Lily comment se cacher dans une petite cavité qu'il avait aménagée sous la plateforme. Comme une tortue, dit-elle en s'y glissant pour s'exercer. Dans l'agenda, fait des analogies animales pensées avancées. Un soir, alors qu'il revenait d'une tournée de
Recyclage, Marcus aperçut un homme devant leur abri, un sans-abri qu'il connaissait du foyer. « Eh, Reynolds, c'est ton installation », lança l'homme avec un sourire douteux. « Assez luxueuse. Pour un gars d'ici. » Marcus sentit son cœur s'emballer. « Juste un truc temporaire », répondit-il d'un ton détaché. « Tu déménages bientôt ? J'ai entendu une voix d'enfant, tout à l'heure. » Marcus mentit sans hésiter. « Une radio. J'ai trouvé une vieille radio qui marche encore. » L'homme resta un instant silencieux, peu convaincu, puis s'éloigna en haussant les épaules. Cette nuit-là, Marcus renforça la porte, déplaça les alarmes et ajouta 2 issues de secours. Pendant qu'il bricolait, Lily le regardait sans un mot. « Ce ne sont que des précautions. » dit-il d'une voix calme, essayant de masquer son inquiétude. Mais dans son agenda, il écrivit « Pas assez sûr. Trouver solution permanente. » Le lendemain matin, ils se rendirent comme d'habitude au petit déjeuner de la mission de l'espoir. En approchant du carrefour, Lily s'immobilisa brusquement et serra la main de Marcus. Un policier discutait tranquillement avec un commerçant. « Tout va bien, » murmura Marcus. « Il ne nous cherche pas. » Mais la réponse de la fillette le glaça. « C'est ce que maman disait aussi, avant qu'il m'emmène la première fois. » Dans l'agenda, ce soir-là, il nota longuement « Chercher option légale. » Elle mérite mieux que de fuir. Les jeudis suivaient. Toujours la même routine, petit déjeuner à la mission, puis visite gratuite à la clinique où des infirmières prenaient la tension et distribuaient des vitamines. Comme toujours, Marcus et Lily arrivèrent tôt, se plaçant en queue de file. « Souviens-toi » chuchota-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Si quelqu'un demande, tu es ma petite fille et nous sommes juste de passage. Nous rendons visite à la famille. » Lily acquiesça gravement, serrant plus fort sa main. En 6 semaines, un lien indéfinissable s'était tissé entre eux, fait d'habitude, de confiance et de quelque chose de plus profond encore, une affection qu'aucun des deux n'osait nommer. Mais ce que Marcus n'avait pas prévu, c'était la jeune femme postée à l'entrée. Elle avait les cheveux bruns attachés en un chignon strict, des chaussures pratiques, et des yeux vifs qui ne laissaient rien passer. Un badge laminé pendait à son cou, Sarah Jenkins, service de protection de l'enfance. Son instinct de survie lui cria de rebrousser chemin. Trop tard. La bénévole à la porte venait de les reconnaître. « Bonjour, Marcus » lança-t-elle gaiement. « Je ne crois pas connaître ta petite amie. » Le cœur du vieil homme se serra. Il sentit le regard de la jeune agente se tourner vers eux, scrutateur, méthodique. En un instant, elle nota tout, les vêtements dépareillés de Lily. Sa maigreur, le bracelet d'hôpital encore accroché à son poignet. Elle s'approcha avec un sourire professionnel, celui qu'on réserve aux situations délicates. « Bonjour » dit-elle d'une voix douce. Mais assurée. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» Marcus sentit le monde se contracter autour de lui. Tout ce qu'il avait construit, ces jours de routine, ces soirs de calme, cette fragile renaissance tenait maintenant à la réponse d'une enfant qui avait appris à survivre dans le silence. Dans l'agenda, il n'y eut pas d'entrée ce soir-là. Le petit carnet resta fermé, posé sur une caisse à côté de leur lampe de poche. Mais s'il avait écrit, peut-être aurait-il noté, l'espoir ne vit pas dans les murs, ni dans les règles. Il vit dans les liens qu'on refuse de rompre. Lily est l'homme des ombres. Je suis mademoiselle Sarah. Et toi, comment t'appelles-tu ? Lily leva les yeux vers Marcus. Il hocha imperceptiblement la tête, un signe muet d'encouragement. Lily, murmura-t-elle d'une voix timide. Ravi de te rencontrer, Lily, répondit la femme avec un sourire professionnel qui ne quitta pas son visage. Elle se tourna vers Marcus. Et vous êtes Marcus Reynolds, son grand-père, c'est bien cela ? Le mensonge lui brûla la gorge avant même de franchir ses lèvres. Oui. Je ne fais que passer à Riverview pour quelques semaines. Sous le sourire courtois de la travailleuse sociale, ses yeux se durcirent. Je vois. Eh bien, monsieur Reynolds, pendant que Lily se fait examiner par l'infirmière, nous allons discuter un peu. Ce n'était pas une proposition. Marcus hocha simplement la tête vers Lily. L'enfant suivit à contre-cœur la bénévole du dispensaire vers la salle d'examen.
serrant sa peluche contre elle. Sarah conduisit Marcus dans un petit bureau et referma la porte. Le cliquetis de la serrure résonna comme un jugement. « Monsieur Reynolds », commença-t-elle. Son classeur tenu devant elle tel un bouclier. « Cela fait 8 ans que je travaille au service de protection de l'enfance. Et je pense que nous savons tous les deux que Lily n'est pas votre petite fille. » Marcus garda le silence. Son instinct d'ancien militaire reprenait le dessus, ne rien révéler sous interrogation. Sarah soupira, feuilletant ses papiers. Nous avons reçu des signalements. Un homme sans domicile fixe aperçu avec une fillette dans le district industriel. C'est vous, n'est-ce pas? Marcus finit par parler, la voix basse, usée. Elle a été abandonnée. À la gare routière. Je l'ai trouvée près d'une benne à ordures. Le crissement du stylo de Sarah sur les formulaires officiels transperça le silence. Les mots « facteur de risque immédiat »,« critères de placement d'urgence » se cochèrent à un. « Et vous n'avez pas pensé à prévenir les autorités » demanda-t-elle, professionnelle mais accusatrice. « Pour la mettre où ? En famille d'accueil ?» Il se pencha légèrement en avant. « J'ai grandi dans le système, moi. Je sais ce que c'est. » Quelque chose passa dans le regard de Sarah, un éclat de reconnaissance. Peut-être même de compassion. Mais son masque reprit aussitôt sa place. « Monsieur Reynolds, je comprends votre inquiétude, mais vous n'avez aucun droit légal sur cet enfant. Vous vivez dans un abri de fortune, sans installations adéquates, et en tant qu'homme sans domicile. Je m'occupe d'elle, l'interrompit-il d'une voix ferme. Elle est propre, nourrie, en sécurité. C'est à nous d'en juger. » Répliqua Sarah en cochant d'autres cases. Logement actuel, inadéquat. Éducation, aucune. Soins médicaux, sporadiques. Chaque trait de stylo lui donna l'impression d'un coup porté. Marcus regardait la feuille, cette grille impersonnelle qui réduisait Lily à des statistiques, à des cases de danger. Elle est plus que tout ça, dit-il doucement. Elle aligne sa nourriture par couleur, adore le jaune, et lit mieux que des enfants 2 fois plus âgés qu'elle. Le stylo suspendu au-dessus du papier, Sarah hésita. Pour la première fois, elle sembla voir non plus un vagabond, mais un homme debout entre la misère et la tendresse, prêt à tout pour un enfant qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il avait décidé d'aimer. « Monsieur Reynolds, je ne doute pas de vos intentions. » dit-elle enfin. « Mais donnez-moi une chance, » coupa Marcus. « Laissez-moi prouver que je peux m'occuper d'elle correctement. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » « Alors comment ? Vous allez la prendre, la jeter dans un système saturé où elle deviendra juste un numéro de dossier ? Il désigna son classeur du menton. Encore une fiche à remplir. Sarah posa son stylo, le visage tiraillé. Le système n'est pas parfait, mais il existe pour protéger les enfants. Par la fenêtre du bureau, elle aperçut Lily assise sagement pendant que l'infirmière lui examinait les oreilles et la gorge. L'enfant ne bougeait pas, ne se plaignait pas. « Elle me fait confiance », murmura Marcus. C'est sûrement la première adulte qu'elle ose croire. Depuis longtemps. Un long silence s'installa. Le regard de Sarah allait de Lily au dossier, de l'enfant à l'encre froide des formulaires. Puis, enfin, elle soupira. 30 jours, dit-elle. Je vous accorde 30 jours pour améliorer sensiblement votre situation. Des visites régulières avec moi. Elle doit recevoir des soins, une éducation, un minimum de stabilité. Marcus inspira. Profondément. Merci. Ne me remerciez pas encore, prévint-elle. Le moindre signe qu'elle n'est pas en sécurité, et je la fais placer immédiatement. Elle lui tendit une carte avec son numéro. 30 jours, pas un de plus. Ce sera suffisant, répondit Marcus, bien que l'incertitude lui rongeât le cœur. Il le fallait. Le lendemain. Marcus emmena Lily vers un refuge qu'il connaissait bien, la bibliothèque municipale de Riverview. Un bâtiment de briques anciennes, havre de chaleur et de silence au milieu d'une ville indifférente. Les bibliothécaires n'avaient jamais fait de remarques sur son manteau et ni sur ses bottes couvertes de boue. Parfois, l'un d'eux lui offrait discrètement un gobelet de café. Refroidi du matin. Mais cette fois, la bibliothèque leur offrait quelque chose d'encore plus précieux, une porte ouverte vers le savoir.
Des livres partout, souffla Lily en entrant, émerveillée. Ses doigts effleurèrent les tranches colorées comme si elle touchait à un trésor. Tu peux les emprunter, expliqua Marcus, penché vers elle pour l'aider à remplir la demande de carte d'enfant. Madame Chen, la bibliothécaire, observa la scène. Elle posa quelques questions de routine, nota l'adresse du « refuge communautaire » que Marcus mentionna, et n'insista pas davantage. Peut-être avait-elle deviné la vérité, mais sa discrétion valait compassion. Elle lit à un niveau étonnamment avancé pour son âge, remarqua T.L., tandis que Lily tirait des ouvrages de rayon. Bien trop haut pour une fillette de 5 ans. Vous travaillez souvent avec elle? Quand on peut, répondit Marcus simplement. Ce qu'ils ne virent pas, c'est l'homme assis à l'autre bout de la salle. Daniel Hoffman, photographe amateur et professeur de journalisme au lycée. Il réalisait une série intitulée Les visages de Riverview, des portraits de citoyens ordinaires captés dans des moments de grâce silencieuse. Son objectif saisit Marcus penché vers Lily, l'aidant à déchiffrer un mot difficile. Un cliché tendre, inattendu, un vétéran et une enfant, 2 âmes cabossées réunies par là. Lecture. Quelques jours plus tard, Marcus s'arrêta net en approchant de la bibliothèque. Sur le panneau communautaire, entre les annonces de vente de garage et les photos de chats perdus, une image attira son regard. C'était eux. Lui et Lily, absorbés dans Charlotte S. Webb. En dessous, une légende simple. Héros locaux, quand les générations apprennent. Ensemble. C'est nous, s'écria Lily, pointant la photo du doigt. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Il la fit entrer rapidement, évitant les regards. L'exposition, pour eux, était dangereuse. Sarah Jenkins leur avait donné 30 jours, il en restait 23. La moindre attention du public pouvait faire tout s'effondrer. Mais l'image commença à circuler. À la bibliothèque, les sourires devinrent plus chaleureux. Un client oublia, par hasard, une boîte à goûter pleine de sandwichs et de fruits à la table qu'ils occupaient. Au café du coin. Clara Simons, la patronne, les interpella à travers la vitrine. « C'est vous, les deux de la photo ?» Le professeur et la petite, demanda-t-elle d'une voix râpeuse mais bienveillante. Marcus hésita. Puis acquiesça. J'ai des muffins qui vont durcir. Autant qu'ils servent à quelqu'un. Elle lui tendit un sac en papier avant qu'il puisse protester. Le même jour, Tom Guzman, le quincailler, retrouva un vieux morceau de bâche et le lui offrit, pour couvrir ton abri, ça devrait t'aider. Une vieille dame, au parc, glissa dans les bras de Lily un manteau d'enfant trop petit pour ça. Propre petite fille. Les gestes s'accumulèrent. Des miettes de bonté, offertes sans condition. Mais tout le monde ne voyait pas cette histoire d'un bon œil. Marcus surprit des chuchotements sur leur passage. Cette fillette devrait être avec sa vraie famille. Quelqu'un devrait prévenir les services. Une semaine plus tard, la photo disparut du tableau d'affichage, arrachée par une main anonyme. Mais son écho demeura. On les reconnaissait désormais dans la rue. Le vétéran et la fillette. L'homme au manteau râpé et l'enfant au sourire timide. Riverview, petite ville ordinaire, avait trouvé de nouveaux personnages à raconter. Leur histoire se propageait comme une légende urbaine, transformée à chaque bouche, certains disaient qu'il était son grand-père, d'autres qu'il l'avait sauvé d'un incendie. Peu importait la vérité, ce qui comptait, c'était la beauté de l'image. Et pourtant, pour Marcus, chaque regard était une menace. Chaque jour, il comptait les heures. Qui le séparait de l'ultimatum de Sarah, 30 jours pour prouver qu'ils méritaient de rester ensemble. 30 jours pour bâtir, à main nue, un semblant de foyer. Mais chaque soir, quand Lily s'endormait contre lui, un livre serré contre sa poitrine, Marcus se rappelait la promesse qu'il s'était faite, tant qu'il respirerait, elle ne retournerait pas dans le froid du monde. Qu'il connaissait trop bien. Dans la lumière tremblante de Riverview, entre le bitume et les rêves, un homme sans foyer et une enfant abandonnée avaient commencé à écrire leur propre histoire, une histoire que ni les formulaires, ni les cases, ni les jugements ne pourraient contenir. Et quelque part, derrière les murs du bureau de Sarah Jenkins, la photo arrachée avait trouvé une autre vie, pliée dans un dossier, glissée entre 2 rapports. Elle n'était plus seulement une preuve d'infraction, mais le témoignage fragile d'un amour naissant. Les marges. Par un après-midi de pluie,
Marcus et Lily étaient restés plus longtemps que d'habitude à la bibliothèque, abrités entre les rangées silencieuses de livres. C'est alors qu'il remarqua un homme qui les observait, non pas avec la curiosité distraite des passants ordinaires, mais avec une attention calculée. L'inconnu écrivait de temps à autre dans un petit carnet, levant les yeux vers eux à intervalles réguliers. Marcus sentit son instinct se raidir. « Il est temps d'y aller », murmura-t-il à Lily. La fillette referma son livre à contre-cœur, et ils quittèrent la bibliothèque sous la pluie battante. Dehors, Marcus adopta un itinéraire détourné, surveillant chaque angle, chaque reflet dans les vitrines pour s'assurer qu'on ne les suivait pas. L'exposition leur semblait soudain dangereuse, imprévisible. « Pourquoi tu marches comme ça ?» demanda Lily, peinant à suivre ses longues enjambées. « On fait juste attention », répondit-il en la soulevant pour lui éviter une flaque. Ce soir-là, alors qu'il révisait les mesures de sécurité de leur abri, il entendit des voix approcher. Son cœur se serra. Il fit signe à Lily de se taire et la fit glisser dans leur cachette. D'urgence. Par la fente d'une planche, ils virent deux silhouettes passer, un policier et une femme que Marcus reconnut comme une assistante sociale mais pas Sarah Jenkins. « On a reçu un signalement anonyme », disait la femme. Des habitants les ont vus traîner derrière l'ancienne usine. Marcus retint sa respiration jusqu'à ce que leur pas s'éloigne dans la nuit. Plus tard. Tandis que Lily dormait, il resta allongé, les yeux fixés sur le plafond de tôle, cherchant une issue. La photo qui avait circulé d'eux les rendait désormais visibles, vulnérables, mais aussi, paradoxalement, porteurs d'espoir. Certaines personnes de la communauté leur tendaient la main. 2 jours plus tard, Clara, la serveuse du petit dîner, glissa un mot dans le sac de muffins qu'elle leur réservait. « Mon frère possède quelques appartements. Il pourrait avoir du travail pour toi. Viens dimanche après la fermeture. » Le même jour, sur le tableau d'affichage de la bibliothèque, une nouvelle affichette apparut, réunion d'action communautaire sur la situation des sans-abri. La date était encerclée de rouge, et au bas, une note manuscrite disait « Toutes les voix comptent ». Ils étaient exposés, oui, mais ils n'étaient plus invisibles. « C'est ça que vous appelez des améliorations ?» lança l'officier Reyes en balayant la lumière de sa lampe torche sur le vieux quai de chargement transformé en abri. Son regard se radoucit quand le faisceau tomba sur Lily, assise en tailleur sur un coussin récupéré, concentrée sur un cahier. D'école. C'est un travail en cours, répondit Marcus, debout à ses côtés, prêt à la défendre. Quand le véhicule de police s'était arrêté devant leur refuge, Marcus s'était attendu au pire. Mais Reyes s'était présenté comme le cousin de Clara, venu offrir quelques conseils officieux. « Écoute, je comprends ce que tu fais, dit-il d'un ton bas. Mais tu enfreins au moins 6 règlements municipaux. Si quelqu'un dépose une plainte, je serai obligé d'agir. On travaille sur une solution, assura Marcus. Il nous faut juste un peu de temps. » L'officier hocha la tête en regardant Lily. Elle a l'air bien soignée. C'est déjà mieux que certains gamins avec un toit sur la tête. 20 jours, dit Marcus. C'est le délai que nous a donné l'assistante sociale. Alors fais-les compter. Répondit Reyes en lui tendant une carte. Derrière, un numéro griffonné, un type du centre communautaire aide les anciens combattants. Appelle-le. Quand la voiture disparut, Lily leva les yeux de son cahier. On a des ennuis? Non, ma puce. Juste des histoires de grands. Il glissa la carte dans sa poche. Et si on rendait notre maison encore plus jolie? Il restait 17 jours avant l'ultimatum de Sarah. Chaque journée devait témoigner d'un progrès tangible. Marcus s'y attela avec méthode. Grâce à ses croquis réalisés à la bibliothèque. Il ajouta des couches d'isolation, du carton et du papier journal coincés entre des planches de contreplaqué récupérées, formant des parois doubles qui retenaient mieux la chaleur. Il improvisa un système d'aération à l'aide de tuyaux plastiques trouvés dans une benne de chantier. Pour Lily, il construisit un lit surélevé avec un espace de rangement dessous. Peu à peu, la solidarité anonyme de la ville se manifesta, un vieux camping-lanterne, une bâche en plastique épais, une petite chaise pliante d'enfants laissés, par hasard, près de leur abri. Clara les aida plus directement. Son frère Mike engagea Marcus 2 jours pour décharger des camions dans son entrepôt. L'argent, modeste mais précieux,
servi aussitôt à acheter des clous. Un marteau et un pot d'enduit imperméabilisant. Il manque quelque chose de vivant, déclara Lily le 10e jour en contemplant leur refuge mieux organisé. Marcus la regarda, frappé par la clarté. Nouvelle de ses phrases, elle progressait à vue d'œil. Le lendemain, il se rendit au centre communautaire grâce au contact donné par Reyes. Là, James Wilson, coordinateur du programme pour vétérans, lui proposa un petit emploi régulier d'entretien. Sur le rebord de la fenêtre, une rangée de plantes vertes attira le regard de Marcus. « Prenez-en une, dit James. C'est thérapeutique. » Ce soir-là, Lily posa fièrement un petit chlorophytum dans une boîte de café recyclé, où Marcus avait percé des trous pour le drainage. « Il lui faut de la lumière et de l'eau, » annonça-t-elle, répétant ce qu'elle avait lu dans un livre. Chaque matin, elle vérifiait la terre, mesurait l'eau avec un gobelet à médicaments et tournait la boîte vers la petite fenêtre un pare-brise de voiture que Marcus avait intégrée à la paroi. Le 14e jour, Sarah Jenkins revint pour sa seconde inspection. Ses sourcils se haussèrent devant la métamorphose. Le sol balayé recouvert de tapis en mousse trouvé derrière une garderie fermée, les murs peints de couleurs pâles issues de pots, ratés, donnés par un magasin, les caisses de rangement étiquetées. D'une écriture enfantine. « Vous avez été occupée », observa-t-elle en notant sur son carnet. « Miss Sarah, regardez », s'écria Lily en l'entraînant vers sa plante. « Elle fait un bébé. » Un petit rejet pointait à la base de la tige. Sarah s'accroupit, touchée malgré elle. « Tu t'en occupes bien, dit-elle doucement. Marcus dit que les choses grandissent quand elles sont à l'heure. « Place, » expliqua Lily avec gravité. Un silence tendre flotta dans l'air. Sarah regarda la fillette, la plante et l'homme anxieux à quelques pas. « Votre lecture s'améliore à une vitesse remarquable. » dit-elle à Lily. Et le docteur Rivera m'a transmis de bons indicateurs de santé. Après avoir inspecté chaque recoin, Sarah sortit pour parler à Marcus. Cet endroit n'est pas adapté sur le long terme, commença-t-elle. Son cœur se serra. Mais je vois des efforts réels, des progrès concrets, et une touche d'humanité. Cette plante, par exemple. Elle marqua une pause. Les enfants ont besoin de stabilité, de racines. Vous lui offrez cela, contre toute attente. J'ai trouvé un emploi au centre pour vétérans, répondit Marcus. Et Mike, le frère de Clara, m'appelle quand il a besoin d'aide. C'est un début, acquiesça Sarah. Continuez dans ce sens. Vous avez encore 13 jours pour prouver que cette amélioration peut durer. Concentrez-vous sur un logement plus stable et un revenu régulier. Avant de partir, elle ajouta avec un sourire presque complice. Cette plante aura bientôt besoin d'un pot plus grand. Elles grandissent vite, vous savez. Marcus la regarda s'éloigner. Partagé entre espoir et appréhension. À l'intérieur, Lily murmurait à sa plante, lui racontant ses rêves de maison future. Là tout commença discrètement un petit raclement de gorge que Marcus attribua à la poussière. Lors de la visite hebdomadaire à la clinique communautaire, l'infirmière bénévole le rassura. Ce n'est qu'un rhume, il y en a beaucoup. En ce moment. Mais 3 jours plus tard, Marcus fut tiré du sommeil par des sons terrifiants, Lily suffoquait. Son petit corps se soulevait convulsivement, sa peau pâle sous la lumière grise du matin. Je n'arrive pas à respirer, halta-t-elle. Un frisson de panique le traversa. Il avait vu des hommes agoniser au combat, mais rien ne l'avait préparé à cette peur-là. Il attrapa leur sac d'urgence, serra Lily contre lui et s'élança dans la nuit humide vers l'hôpital. À 4h30 du matin, les couloirs de l'hôpital de Riverview étaient silencieux. La réceptionniste n'eut qu'un regard pour les lèvres bleutées de Lily avant d'appeler. Crise d'asthme sévère. Saturation à 82%. En quelques minutes, Lily fut allongée sur un lit, un masque d'oxygène couvrant son visage. Les moniteurs émettant des bips réguliers. Le docteur Elena Rivera, une femme menue aux cheveux sombres striés de gris prématuré, prit les constantes avec un calme sûr. Elle a déjà été diagnostiquée asthmatique, demanda-t-elle en préparant la nébulisation. Je ne connais pas tout son dossier médical, répondit Marcus, la voix tremblante. Le regard du médecin se posa sur lui. Vêtements usés, fatigue dans les traits, et l'enfant,
propre mais vêtu de vêtements trop petits. Vous êtes son tuteur? Oui, dit-il après une brève hésitation. C'est tout comme. Elle ne dit rien de plus et continua les soins. Peu à peu, la respiration de Lily s'apaisa, ses joues reprirent un peu de couleur. Le docteur fit signe à Marcus de la suivre dans le couloir. Pour que je puisse la traiter correctement, j'ai besoin d'informations précises, dit-elle. Votre situation semble compliquée. C'est le cas, admit Marcus. Mais je suis tout ce qu'elle a. Quelque chose dans sa voix convainquit la médecin. Elle souffre d'un asthme modéré à sévère, probablement jamais diagnostiqué. Sans traitement régulier ni environnement sain, la prochaine crise pourrait être pire. Elle aura besoin de médicaments, de suivi, et d'un lieu propre et stable. Marcus sentit sa gorge se nouer. L'assistante sociale nous a donné encore 7 jours pour améliorer notre logement. Quelle assistante sociale? Sarah Jenkins. Service de protection de l'enfance. Une lueur de compréhension passa dans les yeux du docteur. Alors vous êtes le vétéran dont Clara m'a parlé, celui qui veille sur la petite fille. Et pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit qu'il n'était plus seul dans cette bataille. Le souffle d'une promesse. Marcus resta figé. Surpris par la douceur dans la voix du docteur Rivera. Petite ville, expliqua-t-elle avec un léger sourire avant d'ajouter, Clarisse, ma tante. Elle observa longuement Marcus, pesant le poids invisible de sa décision. Je peux fournir des médicaments d'urgence et un plan d'action pour l'asthme. Mais cet enfant a besoin d'une assurance santé, d'un logement stable, de visites régulières. Marcus hocha la tête, la gorge serrée. Je comprends, docteur. J'y travaille. S'il vous plaît, ne signalez rien. Le regard du médecin se fit plus grave. Je suis tenu d'assurer le bien-être d'eux. Mes patients, dit-elle d'une voix calme. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Ce jour-là, lorsque Lily fut autorisée à sortir de l'hôpital, le docteur Rivera remit à Marcus bien plus qu'une ordonnance. Elle lui tendit un petit sac en papier contenant un inhalateur, un embout passé, et des instructions détaillées pour les urgences. Puis, baissant la voix. Si vous ne pouvez pas obtenir une assistance médicale immédiate, un nébuliseur de fortune peut aider. Sur un carnet d'ordonnances, elle esquissa rapidement un croquis, une simple bouteille en plastique, un tube. Une petite pompe à air. Des matériaux qu'on pouvait trouver dans un magasin de bricolage. Pas du matériel médical, certes, mais de quoi sauver une vie en attendant les secours. Marcus fixa le dessin. Tentant de le mémoriser, conscient de la confiance risquée que la médecin lui accordait. Merci, murmura-t-il. Je mets ma responsabilité professionnelle en jeu, prévint-elle. Ne me faites pas regretter ce choix. Amenez-la à ma clinique lundi. J'ai réservé le dernier rendez-vous de la journée. Cette nuit-là, pendant que Lily dormait d'un sommeil agité, Marcus assembla le dispositif d'urgence selon les instructions. La bouteille d'eau coupée et scellée, le tuyau emprunté à la quincaillerie où Tom, le propriétaire, lui avait accordé un crédit. La petite pompe, récupérée d'un vieil aquarium abandonné derrière l'animalerie. Quand il posa enfin le nébuliseur près du lit de l'enfant, il pria pour n'avoir jamais à s'en servir, tout en sachant qu'il ne pouvait se permettre de l'ignorer. Au matin, Sarah Jenkins arriva sans prévenir. Son visage habituellement impassible trahissait une inquiétude sincère. Une visite à l'hôpital, dit-elle sans détour. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Marcus expliqua la crise d'asthme, lui montra les instructions du docteur Rivera et les médicaments prescrits. Elle sera suivie à la clinique, précisa-t-il. Le docteur Rivera surveille son état. Sarah examina le nébuliseur de fortune avec des sourcils haussés. C'est vous qui avez fabriqué ça? Temporairement. Jusqu'à ce que je puisse en acheter un vrai. Pour une fois, Sarah sembla à court de mots. Son regard passa du bricolage médical à la fillette, assise à la table, mesurant consciencieusement son souffle expiratoire comme on le lui avait appris, notant les chiffres dans un petit carnet usé. 6 jours, dit enfin Sarah, d'un ton plus doux que d'habitude. J'ai prévu une évaluation de logement. Vendredi. Ne soyez pas en retard. Lorsqu'elle partit, Lily leva les yeux de son carnet.
Elle va encore essayer de m'emmener? Marcus arrangea la couverture autour d'elle, le temps de maîtriser l'émotion dans sa voix. Pas si je peux l'empêcher, ma puce. Pas si je peux l'empêcher. Le centre d'action communautaire de Riverview occupait l'ancien bâtiment d'une banque, tout en marbre et en colonnes imposantes, comme si l'aide devait d'abord passer par l'épreuve de la honte. Marcus, vêtu de sa seule chemise à boutons, un don de James du programme des anciens combattants, serra la petite main de Lily. Souviens-toi de ce qu'on a répété, murmura-t-il. Je m'appelle Lily. J'ai 5 ans. Je vis avec mon tuteur, Monsieur Reynolds. Ils furent dirigés vers la salle de conférence numéro 3. Sarah Jenkins les y attendait, accompagnée d'un vieil homme à l'allure distinguée, cravate et bretelles impeccables. Ses cheveux d'argent encadraient des yeux étonnamment jeunes derrière des lunettes cerclées de fils. Marcus, Lily, je vous présente Benjamin Williams, annonça Sarah. Ancien avocat de la cour familiale. Aujourd'hui bénévole pour les cas complexes. Williams serra la main de Marcus, puis s'accroupit devant Lily. Enchantée, jeune demoiselle. On m'a dit que tu étais une grande lectrice. Lily hocha timidement la tête. Je lis Charlotte S. Webb. Excellent choix, répondit-il avec un sourire attendri. C'est une histoire d'amitié improbable et de loyauté. Il se redressa avec un léger gémissement. Mes genoux, hélas, ne sont plus ce qu'ils étaient. Une fois assis, il ouvrit son vieux porte-documents en cuir. Madame Jenkins m'a exposé votre situation. Il reste 5 jours avant la fin de votre période d'évaluation, et plusieurs questions concernant la tutelle doivent être clarifiées. Marcus sentit son estomac se nouer. Commençons par l'évidence, poursuivit Williams. Vous n'avez aucun lien biologique avec l'enfant, n'est-ce pas? Non. Aucun document officiel de tutelle. Je l'ai trouvée abandonnée, répondit Marcus d'une voix rauque. Je m'occupe d'elle. Depuis environ 7 semaines, confirma Sarah en consultant ses notes. Et votre situation actuelle? Un abri temporaire. Je travaille au centre des vétérans et à l'entrepôt. J'économise pour un vrai logement. L'avocat nota calmement. Et votre passé? Des antécédents qui pourraient compliquer une demande de tutelle. Marcus hésita, jetant un regard vers Lily qui dessinait en silence sur les feuilles que Sarah lui avait données. Peut-être la jeune fille pourrait-elle attendre dehors avec Madame Jenkins, suggéra Williams avec douceur. Quand la porte se referma, Marcus expira lentement. J'ai un casier. Rien de violent. Ivresse sur la voie publique, intrusion, il y a 7 ans, après avoir tout perdu. Williams ne sembla pas surpris. Le système a la mémoire longue. Monsieur Reynolds. Il sortit un papier de sa sacoche, une fiche dactyloscopique avec le nom de Marcus et ses empreintes. Les archives du comté sont très complètes. Marcus resta muet. Le regard fixé sur ce souvenir de sa déchéance. Je suis sobre depuis 8 mois, dit-il enfin. Je reconstruis ma vie. C'est admirable, reconnut l'avocat. Mais les tribunaux de la famille évaluent les schémas de comportement, la stabilité, les ressources. Ce document, ajouta-t-il en tapotant la fiche, rendra votre dossier difficile. Donc je n'ai aucune chance? Je n'ai pas dit cela. Il existe un concept juridique, la tutelle de facto. Vous avez agi comme son protecteur, vous avez créé un lien, assuré ses besoins. Les tribunaux reconnaissent parfois ce genre de situation. Surtout quand retirer l'enfant serait préjudiciable à son bien-être. Une lueur d'espoir s'alluma dans le regard de Marcus. Que devons-nous faire? Des preuves, stabilité, logement, revenus. Références de moralité, soins médicaux, plans éducatifs. Et, ajouta-t-il, il faudra tenter de retrouver la famille biologique, vérifier si les droits parentaux ont été retirés. Et s'ils ne l'ont pas été? Ce sera plus compliqué, mais pas impossible, vu l'abandon manifeste. Un coup frappa à la porte. Sarah entra, pâle. Nous avons un problème, dit-elle à voix basse. L'agent Reyes a appelé. Il y a eu une plainte officielle au sujet de votre abri. Infraction de zonage, problème de sécurité. Les inspecteurs viendront demain. Marcus sentit le sol se dérober sous lui.
Ils vont le condamner. Presque sûrement, confirma Sarah. Je n'ai nulle part où aller, protesta Teil, la panique montant dans sa voix. Williams referma son porte-documents avec calme. Cela accélère notre échéance. Madame Jenkins, quelle est votre évaluation du soin que Monsieur Reynolds apporte à l'enfant? Sarah hésita, visiblement partagée. Il s'en sort remarquablement bien, compte tenu des circonstances. Lily est en bonne santé, elle se développe normalement, elle est très attachée à lui. Mais les conditions de logement sont inacceptables, insista Williams. Actuellement, oui. Admit elle. L'avocat se tourna vers Marcus. Voici ce que nous allons faire. Je déposerai une requête d'urgence pour une tutelle temporaire, en attendant que vous obteniez un logement stable. Ce n'est pas courant, mais cela pourrait nous faire gagner du temps. Il griffonna quelques notes rapides. En attendant, trouvez un autre endroit, même provisoire. L'abri actuel n'accepte pas les enfants, objecta Marcus. Je crois avoir une solution, intervint Sarah. L'Église gère un programme de logement transitoire pour les familles. C'est plein, mais le pasteur Collins me doit une faveur. Williams hocha la tête, satisfait. Excellent. Et il nous faudra aussi cela, ajouta-t-il en désignant la fiche d'empreinte, des lettres de recommandation, une preuve d'emploi, un témoignage de votre sobriété. Plus tard, sur les marches de marbre du bâtiment, Marcus s'agenouilla devant Lily. Il va y avoir du changement, expliqua-t-il doucement. Mais on restera ensemble. D'accord? La petite hésita. Tu le promets? Marcus pensa au dossier judiciaire, à l'abri promis à la démolition, aux montagnes administratives qui se dressaient devant lui. La réponse raisonnable aurait été « Je ferai de mon mieux ». Mais en croisant les yeux confiants de l'enfant, il répondit « Je te le promets ». Certaines promesses, comprit-il, ne peuvent tout simplement pas être rompues. Le sous-sol de l'église Saint-Michel avait été transformé en petit appartement, 2 lits pliants séparés par un rideau. Une table branlante, une salle de bain partagée au bout du couloir. Le pasteur Collins appelait cela « l'espace de transition ». Pour Marcus, après 7 ans de survie sans toit, sans mur, sans intimité, c'était un palais. Pour Lily, c'était un refuge. Un endroit où les rêves pouvaient enfin s'enraciner. « Regarde, Marcus » s'exclama la fillette en pointant la cloison colorée de la salle de classe attenante. Sur le grand tableau intitulé Les esprits en fleurs, chaque enfant avait son nom entouré de pétales représentant ses progrès, langage, cognition, relations sociales, émotion, motricité. À côté du nom de Lily, les fleurs s'étaient multipliées en 2 semaines. Elle est extraordinaire, confia Madame Pérez, l'institutrice du préscolaire, à Marcus lors de l'entretien du soir. Ancienne enseignante du primaire, elle avait fondé ce programme pour les enfants défavorisés. Son ton alliait la bienveillance à l'expérience. Quand Lily est arrivée, elle ne disait presque rien en groupe. Marcus suivit son regard vers le cercle de lecture. Lily y aidait un camarade à déchiffrer un mot difficile. Regardez-la maintenant. Elle a un vocabulaire étonnant pour son âge. Son niveau de lecture est avancé, même si les mathématiques restent un peu floues. Marcus resta debout un moment, silencieux. Il observait l'enfant qu'il avait trouvé grelottante dans une ruelle et qui, maintenant, riait doucement parmi les autres. Il se dit qu'aucune bataille juridique, aucune fiche de police, aucune tempête ne pourrait jamais effacer cela. Le miracle discret d'une petite fille qui apprenait à respirer et à vivre dans un monde qui, enfin, commençait à lui faire une place. Les étoiles de papier. L'évaluation du développement plaçait Lily légèrement en retard. Dans certaines étapes sociales, expliqua calmement Mademoiselle Pérez. Mais elle faisait des progrès remarquables. Dans certains domaines, ajouta-t-elle avec une pointe de fierté, elle dépassait même les attentes pour son âge. Marcus, assis en face d'elle, serra les mains sur ses genoux. Ils avaient dit qu'elle avait des retards, murmura-t-il. C'est pour ça que sa famille. Il n'acheva pas. Le regard de Mademoiselle Pérez se durcit un instant avant de s'adoucir. Les enfants n'évoluent pas tous au même rythme, Monsieur Reynolds. Ce dont Lily avait besoin, ce n'était pas d'étiquette.
mais de patience, de stabilité et d'un amour constant. Elle tapota la feuille du rapport, une série de petites étoiles dorées y scintillaient. Chacune de ces étoiles représente une étape franchie. Elle en a gagné 17 en 2 semaines. Le programme préscolaire avait été la suggestion de Sarah, dans le cadre d'un plan global d'amélioration. Grâce à l'avocat Benjamin Williams, ils avaient obtenu une tutelle temporaire d'urgence. Cela leur donnait du temps, un peu d'air, une fragile fenêtre d'espoir. Le logement que l'Église leur avait offert, modeste mais conforme aux exigences du tribunal, suffisait pour poursuivre la procédure. Il restait 4 jours avant la fin de la période d'évaluation initiale, prolongée à condition qu'ils trouvent une solution d'hébergement stable. L'expérience de Marcus dans le bâtiment s'était révélée précieuse. Le pasteur Collins l'avait engagé pour rénover les salles communautaires vieillissantes de l'église, lui offrant à la fois un revenu et une référence solide pour son dossier de garde. Chaque soir, après la maternelle de Lily et ses heures de travail à l'église, il se rendait à la bibliothèque ou au parc. Ce soir-là, il partageait un sandwich sur un banc, le dîner enveloppé dans un papier gras venu du petit restaurant de Clara. Mademoiselle Pérez dit que je suis une aideuse, annonça Lily là. Bouche pleine. J'ai aidé Zoé à lire aujourd'hui. C'est merveilleux, répondit Marcus, encore émerveillé par la clarté nouvelle de ses phrases, par la confiance qui avait fleuri en elle depuis quelques semaines. Elle connaît pas encore toutes les lettres. Alors je lui ai montré. Lily traça des lettres invisibles sur le banc du bout du doigt. C'est ma copine maintenant. Ce mot, copine, d'une simplicité presque banale, résonna étrangement dans le cœur de Marcus. Lily n'avait jamais prononcé ce mot avant. On fait les devoirs ensemble demain, ajouta-t-elle avec enthousiasme. Et mademoiselle Pérez a dit qu'on pourra utiliser les feutres spéciaux si on fait attention. Une jeune mère passa, poussant un landau. Elle leur adressa un sourire, non pas ce regard plein de pitié auquel Marcus s'était habitué, mais celui, simple et naturel, d'un parent croisant un autre parent. Il répondit d'un hochement de tête, et cette normalité le bouleversa plus que n'importe quel geste de compassion. Ce soir-là, dans leur petit appartement attenant à l'église, alors qu'il bordait Lily, elle demanda. « Est-ce que je pourrais aller à la vraie école bientôt ?» Mademoiselle Pérez dit que je suis prête. On y travaille, assura Marcus doucement. Monsieur Williams nous aide avec les papiers. Elle hocha la tête, puis ajouta avec innocence. Parce que t'es pas mon vrai papa. La phrase tomba dans l'air comme un coup au ventre. Marcus inspira lentement. C'est vrai. Mais je suis ton tuteur maintenant. C'est quoi la différence? Comment expliquer la loi à une enfant de 5 ans? Un tuteur, c'est quelqu'un qui veille sur toi, qui s'assure que tu sois en sécurité, en bonne santé, et heureuse. Comme toi. Oui, comme moi. Ou du moins, j'essaie. Satisfaite, Lily se blottit contre son oreiller. Mademoiselle Pérez m'a parlé de ma famille. J'ai dit qu'il ne me voulait pas parce que j'étais trop petite. Marcus lui caressa les cheveux. Parfois, les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. Ce n'était pas à cause de toi. Ce n'est pas que tu étais trop petite, c'est que n'étais pas assez grand, là, dit-il en posant la main sur sa poitrine. Mais toi. T'es grand assez? J'essaie de le devenir. Alors Lily fouilla sous son oreiller et en sortit un petit papier. Elle le déplia avec soin, une étoile dorée, identique à celle du tableau de progrès. Elle la colla doucement au dos de la main de Marcus. Pour essayer, dit-elle sérieusement. Mademoiselle Pérez dit que c'est ça le plus important. La petite étoile brillait faiblement dans la lumière tamisée de leur chambre. Elle valait plus, pour Marcus, que toutes les médailles militaires qu'il avait jamais reçues. Chaque mardi et jeudi soir, le centre communautaire accueillait la réunion de l'Alliance des anciens combattants. Marcus avait longtemps évité ces rencontres, fuyant les visages familiers, les souvenirs, les conversations qui forçaient à regarder ses propres fantômes. Mais ce soir-là, il était là, assis sur une chaise pliante, son médaillon de sobriété entre les doigts, 9 mois sans boire. 9 mois, un jour à la fois. Tu veux partager, Marcus, demanda Jacques Peterson, le modérateur, un vétéran du Vietnam au regard usé mais bienveillant.
Marcus hocha la tête, la gorge serrée. Le médaillon chauffait dans sa paume. Il y a 9 mois, commença-t-il, je n'avais plus rien qui vaille la peine de rester sobre. Sa voix, un peu rauque, se raffermit peu à peu. Maintenant, j'ai Lily. Et chaque jour où je reste sobre, c'est un jour de plus où je peux être ce dont elle a besoin. Autour du cercle, les visages se tournèrent vers lui. Certains hochèrent la tête en silence, d'autres sourirent. Il comprenait. Sans qu'il ait besoin d'en dire davantage. Il savait ce que signifiait perdre, puis se reconstruire. Après la réunion, Jacques s'approcha. Tom Guzman m'a dit que t'avais de l'expérience en menuiserie. J'avais mon atelier, autrefois, répondit Marcus. Le centre agrandit son programme pour les vétérans, expliqua Jacques. Formation aux métiers manuels, fabrication de meubles pour les logements de transition. On cherche quelqu'un qui s'y connaît. Pas à plein temps, mais ça pourrait évoluer. Marcus resta un moment silencieux, abasourdi. Un emploi régulier, un vrai. Pas un petit chantier à la journée. Il me faudrait de la flexibilité, dit-il enfin. Lily est à la maternelle le matin. On a un service de garde l'après-midi pour les familles des participants. Répondit Jacques avec un sourire. C'est compris dans le programme. 2 jours plus tard, Marcus se tenait dans l'atelier. L'odeur du bois fraîchement coupé, du vernis, du métal chaud des outils emplissait l'air. Ses mains retrouvèrent peu à peu leurs gestes d'autrefois. Jacques lui montra les établis. Commence avec les bases. Il faut que tes mains se souviennent. Dès le 3e jour. La mémoire musculaire reprit le dessus. Marcus bougeait avec assurance, corrigeant les jeunes recrues, montrant à 2 anciens combattants comment mesurer, tracer et assembler des joints parfaits. T'es doué, remarqua Michael, un ancien marine à la jambe artificielle. Doué pour de vrai. Je fabriquais des meubles sur mesure, répondit Marcus en rabotant une planche. Et pourquoi t'as arrêté? Ses mains se figèrent une seconde. D'habitude, il éludait. Mais cette fois, il sentit le poids du médaillon dans sa poche et répondit avec franchise. J'ai perdu mon fils, Jacob. À cause d'une leucémie. Ma femme 2 ans plus tard, d'un cancer. Puis mon entreprise, engloutie par les dettes médicales. J'ai cherché des réponses dans la bouteille. De mauvaises réponses. Michael hocha la tête sans un mot. Et maintenant? Maintenant, j'ai Lily, répondit Marcus en vérifiant l'angle d'un assemblage. Et de meilleures réponses. Ce soir-là, Marcus retrouva Benjamin Williams dans le petit bureau du pasteur. J'ai une bonne nouvelle, annonça l'avocat. Le tribunal a fixé une date pour évaluer la demande de tutelle. Votre situation professionnelle renforce beaucoup le dossier. Il feuilleta le contrat de l'atelier. Revenu stable, horaire raisonnable, soutien institutionnel pour les anciens combattants, tout. Ça joue en votre faveur. Et le logement, demanda Marcus, l'inquiétude revenant aussitôt. C'est encore notre principal obstacle, admit Williams. Le logement de l'église est par définition temporaire. Il nous faut une solution durable. Marcus sortit une enveloppe de sa veste. Mon premier salaire, plus ce que j'ai économisé grâce aux travaux de rénovation. Ce n'est pas grand-chose. Mais cela prouve votre engagement, conclut Williams en notant la somme. Gardez des preuves de tout. Le tribunal veut du concret, des heures de travail, de l'épargne, de la stabilité mesurable. Ce soir-là, en bordant Lily, Marcus se surprit à penser à un autre coucher, des années plus tôt. Jacob, son petit garçon, lui posait 1000 questions sur les étoiles, les planètes, la lune. Sarah riait dans la pièce voisine en l'entendant improviser des réponses absurdes. « À quoi tu penses ?» demanda Lily, remarquant son regard lointain. « T'as une tête triste heureuse. » Triste heureuse? Oui. Comme quand tu souris, mais que tes yeux sont encore un peu tristes. Marcus resta un instant sans voix devant la justesse de cette petite. Je pensais à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mon fils, Jacob. Il est où, maintenant? Il est mort, il y a longtemps. Lily réfléchit, son petit visage sérieux. C'est pour ça que t'étais sans maison? Parce que t'étais triste? La question le frappa par sa clarté. En partie,
oui. J'ai fait de mauvais choix quand j'étais triste. Mais maintenant tu fais de bons choix, affirma-t-elle. Simplement. Marcus toucha du bout des doigts le médaillon dans sa poche. J'essaie. Pour moi, pour toi, et un peu pour lui aussi. Elle hocha la tête, déjà à moitié endormie. Mademoiselle Pérez dit que tout le monde mérite une deuxième chance. Marcus resta là longtemps, la regardant dormir, le médaillon chaud dans sa main. 9 mois de choix, un par jour, chacun devenant une brique du nouvel avenir. Qu'ils bâtissaient pour eux deux. Quelques jours plus tard, la salle de réunion municipale de Riverview débordait de monde. Marcus se tenait au fond. Mal à l'aise dans le costume emprunté à Jacques. Sur la feuille d'ordre du jour, un seul point. Résolution concernant les structures non autorisées et la garde de la mineure LED, dossier numéro 47B. Ils étaient devenus un numéro de dossier. Cette affaire a attiré une grande attention, déclara le maire Wilson d'une voix grave. Le conseil écoutera les interventions du public avant de voter. Marcus sentit son cœur battre plus fort. L'avocat Williams l'avait prévenu, ce sera politique. Le conseil est divisé. Certains veulent te soutenir, d'autres veulent faire un exemple. Dans cette salle bondée, sous les néons tremblants, Marcus comprit que ce soir, tout ce qu'il avait reconstruit, sa sobriété, son travail, sa dignité, et surtout sa place dans la vie de Lily se jouait peut-être là, entre ses murs froids et ses regards de jugé de citoyen. Et pourtant, dans sa poche, il sentait le petit papier plié que Lily lui avait glissé ce matin-là avant qu'il parte. Une étoile dorée, pour continuer à essayer. Il la toucha du bout des doigts, inspira profondément, et leva enfin les yeux vers le maire. Ce soir, il n'était plus un homme brisé. Il était un père. Debout. Riverview, une communauté qui choisit de se relever. Marcus avait laissé Lily à la garde de Madame Pérez. Il refusait qu'elle assiste à ce qui s'annonçait comme une dissection publique de leur vie, un procès sans salle de tribunal, mais tout aussi cruel. En voyant les habitants s'avancer tour à tour vers le micro, il sut qu'il avait bien fait. Une femme vêtue d'un tailleur impeccable prit la parole. Les intentions de M. Reynolds sont peut-être louables, mais nous ne pouvons tolérer la présence de structures non autorisées dans notre communauté. Que viendra ensuite? Des tentes? Des bidonvilles? Des hochements de tête suivirent sur l'estrade. Marcus reconnut ce regard, celui des gens qui voient dans la pauvreté une faute morale plutôt qu'une épreuve. Et puis, ajouta la femme, il existe des questions sérieuses quant à la garde d'une fillette par un homme sans lien de parenté, sans vérification ni supervision officielle. L'insinuation, aussi acide qu'un poison, flotta dans l'air. Marcus sentit ses poings se serrer. Il se répéta les mots de son avocat, ne montre pas ta colère, elle confirmerait leurs préjugés. Puis vinrent les voix qui parlaient de valeurs foncières, de zones résidentielles, de protocole de placement. Un petit appareil sur la table du conseil enregistrait chaque phrase, la mémoire froide d'une bataille de dignité. Mais soudain, une silhouette familière s'avança, Clara, la propriétaire du vieux dîner du centre-ville. Ses mains usées tenaient une feuille tremblante. « Je connais Marcus Reynolds depuis 7 ans, déclara-t-elle d'une voix ferme. Même au pire moment, il a gardé sa dignité. Quand il pouvait, il payait son café. Quand il ne pouvait pas, il balayait mon trottoir. » Elle fixa le conseil d'un regard sévère. Aujourd'hui, il est sobre, il travaille, et il offre à cet enfant ce que personne d'autre ne lui a donné, de la constance et de l'attention. Après elle. Tom Guzman prit la parole, puis l'officier Reyes, puis la docteure Rivera, chacun évoquant l'effort de Marcus, les progrès de Lily, l'évidence d'un lien qui allait bien au-delà d'un dossier administratif. Le pasteur Collins décrivit les services offerts par l'Église, insistant sur la présence assidue de Marcus aux cours de parentalité et aux séances de conseil. Le système a failli à cet enfant à plusieurs reprises, déclara-t-il. La docteure Rivera, de sa voix calme, fit taire la salle. En tant que médecin, je peux affirmer que séparer cette fillette de M. Reynolds maintenant provoquerait un traumatisme majeur. Un conseiller fronça les sourcils. Tout cela est touchant, mais il reste un homme sans domicile fixe, au passé judiciaire. Cherchant la garde d'une enfant sans lien légal avec lui. Une nouvelle voix intervint.
Sarah Jenkins, du service de protection de l'enfance, s'avança avec son éternel bloc-notes. Notre évaluation initiale partageait certaines de ses inquiétudes. Cependant, M. Reynolds a montré des progrès exceptionnels. Elle raconta leur passage d'un abri de fortune à un logement d'église, son emploi régulier, les progrès de Lily à l'école maternelle. Notre recommandation, conclut-elle, est une supervision continue accompagnée de services de soutien. Plutôt qu'un retrait de garde. Un murmure parcourut la salle. Le maire demanda une courte pause. Marcus fut aussitôt entouré de ceux qui croyaient en lui. Ils délibèrent, expliqua l'avocat. Williams. Chaque témoignage compte. Lorsque le conseil reprit, le maire Wilson se racla la gorge. Le conseil reconnaît le caractère unique de ce dossier. Bien que nous ne puissions tolérer la violation du code de zonage, le bien-être de l'enfant demeure prioritaire. Marcus retint son souffle. Nous proposons donc, M. Reynolds disposera de 60 jours pour obtenir un logement conforme aux normes. Durant cette période, sa tutelle temporaire restera en vigueur, sous réserve de son emploi continu et de sa participation au programme de soutien. Un souffle de soulagement, discret mais réel, traversa la salle. Williams lui adressa un léger signe de tête, pas une victoire totale, mais une avancée. À la sortie, Marcus aperçut, près du parking, ceux qui avaient parlé contre lui. Leur visage fermé laissait deviner leur mécontentement. « Ne t'en fais pas pour eux », lança Clara en suivant son regard. Certains ont besoin de regarder les autres de haut pour se sentir grand. Williams ajouta d'un ton grave. 60 jours pour trouver un logement accessible à ton salaire, ce sera difficile. Mais pas impossible. Sarah hésita, puis tendit à Marcus un petit appareil. L'enregistrement de la séance. Peut-être qu'un jour tu voudras te souvenir de ceux qui ont pris ta défense. Cette nuit-là, quand Lily s'endormit, Marcus écouta la bande. Les voix hostiles, les voix amicales, toutes mêlées dans une même vérité, leur avenir dépendait de ces mots. Puis une phrase le frappa, prononcée par Madame Pérez. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle avait dessiné, Lily a répondu « Moi et Marcus. Il m'a choisi quand personne d'autres ne voulaient. » Dans la pénombre de leur modeste logement d'église, ces mots s'ancrèrent dans son cœur, lourds et lumineux à la fois. Le lendemain, le dîner de Clara était plus bondé qu'un dimanche de foire. Les habitués partageaient les tables avec des ouvriers, des paroissiens et même des commerçants des beaux quartiers. L'odeur du café se mêlait aux voix pressées. Clara se plaça au centre et frappa dans ses mains. « Silence » lança-t-elle. « Nous avons 57 jours pour trouver un logement à Marcus et Lily. Le conseil a donné son ultimatum. La question, c'est, sommes-nous une communauté qui agit ou juste une communauté qui parle ?» Marcus, assis au bord de la salle, se sentit mal à l'aise. Lily, à côté de lui, coloriait sagement dans un cahier offert par Madame Pérez. « Je ne cherche pas la charité, tenta-t-il. »« Personne n'offre la charité, Reynolds, » trancha Clara. « On investit dans les nôtres. » Elle brandit un clipboard avec une feuille manuscrite. Tom fournit les matériaux au prix coûtant. Le pasteur Collins a 2 paroissiens propriétaires à louer. Mais il faut plus. La feuille circula. Chacun ajouta son nom, son numéro, ce qu'il pouvait offrir. Marcus regardait, abasourdi, la liste s'allongeait. Edward S. Construction, main-d'œuvre le week-end. Professeur à l'université, étudiant en architecture pour projet pratique. Frère travaillant au bureau des permis, accélération des dossiers. Police municipale. Surveillance du chantier. Clinique Riverview, soins médicaux gratuits pour Lily pendant 1 an. Tout cela semblait irréel. Bien sûr, certains quittèrent la salle sans signer, notamment la femme du tailleur luxueux et d'autres signèrent du bout des doigts, dont ponctuels seulement, matériaux sans contact direct. Mais l'élan, lui, était né. Tom Guzman s'assit en face de Marcus. « J'ai peut-être une piste. » L'ancienne propriété Hendrix, sur County Line Road. Un quart d'acre avec une petite cabane. Vieille, mais saine. La banque a repris le bien. Je n'ai pas les moyens, murmura Marcus. La banque me doit un service, répondit Tom.
Je les ai aidés à refinancer à coût zéro il y a 5 ans. Ils la laisseront partir à 30% sous le prix du marché. Si on agit vite. Marcus contempla la feuille d'annonce. L'espoir et la peur s'affrontaient dans sa poitrine. Le prix restait au-delà de ses moyens. On ne s'attend pas à ce que tu fasses ça. Seul, assura Clara. C'est tout le sens de cette démarche. Quand la réunion se termina, elle lui remit le clipboard, 4 pages pleines de noms, d'offres, d'aides. Pourquoi? Demanda-t-il simplement. Pourquoi tout ça? Clara essuya le comptoir avant de répondre. Tu te souviens quand la Syrie a fermé? 150 familles sans revenus du jour au lendemain. Le village aurait pu s'effondrer. Mais on s'est serré les coudes, on a partagé ce qu'on avait. On a tenu bon. Elle haussa les épaules. Dans d'autres endroits, ce genre de discours reste des mots. Ici, c'est notre façon de vivre. Ce soir-là, Marcus et Lily visitèrent la propriété Hendricks avec Tom, l'avocat Williams et Sarah Jenkins. Un trio improbable, un entrepreneur, un juriste, une assistante sociale unis par une même mission. La cabane, minuscule, tenait encore debout, un toit à moitié affaissé, un plancher qui gémissait, un porche penché comme un vieil homme fatigué. Elle demande une rénovation complète, observa Williams en photographiant. Mais elle remplit les critères minimaux pour la pétition. Une fois réparée, calcula Sarah, son crayon courant sur le papier. Pendant qu'ils discutaient, Lily explorait le jardin envahi de mauvaises herbes, cueillant des fleurs sauvages et ramassant des cailloux. On pourrait planter ici, cria-t-elle. Madame Pérez dit que les plantes ont besoin de racines. On pourra planter beaucoup de choses, répondit Marcus. Il évaluait déjà le bois. Les coûts, le temps. Puis Lily poussa un petit cri de triomphe, elle venait de déterrer un objet rouillé ou une vieille boîte aux lettres, cabossée mais encore debout. Regarde ce que j'ai trouvé. Pour nos lettres. Bonne trouvaille, ma puce, dit Marcus en s'accroupissant. On la nettoiera, on la repeindra et on écrira nos noms dessus, affirma-t-elle, sûre d'elle. Nos noms. Répéta-t-il doucement, mesurant toute la promesse contenue dans ces 2 mots. Le lendemain, de retour au dîner, Clara avait remplacé sa simple feuille par un classeur épais à 3 anneaux. À l'intérieur, des plans, des devis, des signatures. Un projet était né. Et pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit que le mot chez soi n'était plus un rêve. Mais une construction réelle faite de bois, d'efforts et de mains tendues. Les fondations du renouveau. Une nouvelle aube s'était levée sur Riverview, mais cette fois, ce n'était pas la lumière. Seul qui annonçait un changement, c'était le son. Le martèlement régulier des marteaux, les éclats de voix, le crissement du bois qu'on sciait. En une seule nuit, la ville avait formé un comité. Spontané, le projet de logement Marcus et Lily. À sa tête, sans qu'on ait eu besoin de voter, se trouvait Clara, infatigable, déterminée, autoritaire à sa manière bienveillante. Les dons avaient afflué dès l'aube. Des enveloppes déposées à la mairie, des virements discrets, des matériaux offerts par des artisans locaux. Les acomptes sont couverts, annonça Clara, le regard ferme. Vous paierez les mensualités comme tout le monde. Pas d'aumône, Marcus. Juste une main tendue. Marcus voulut répondre, mais les mots lui manquaient. Je ne sais pas comment remercier tout le monde. Clara lui posa une main sur l'épaule. Construis quelque chose qui vaille notre confiance. Ce sera notre merci à nous. Le chant des marteaux. À l'aube, la lumière dorée glissait sur la propriété Harris tandis que les premiers bénévoles arrivaient, café fumant à la main, ceinture à outils autour de la taille. 2 douzaines de personnes, venues de tous les coins de la ville, se rassemblèrent dans un chaos parfaitement orchestré. Marcus se tenait sur ce qu'il restait de l'ancien porche, observant la scène avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. L'équipe de démolition commence dans la cuisine, annonça Mike, le frère de Clara et chef de chantier improvisé. Les plombiers posent les nouvelles conduites. Les électriciens refont tout le câblage. Il désigna le porche d'un geste du menton. Les fondations sont solides, mais ça, il faudra tout reconstruire. Marcus acquiesça. Son esprit calculait déjà les priorités du jour. Ses réflexes de constructeur, longtemps endormis,
revenait à lui comme une seconde nature, mesurée, anticipée, ajustée. Des années d'expérience renaissaient dans la poussière et le bruit. Je prends l'équipe de charpente, décida-t-il. On récupère le bois encore bon du porche. Sous la pourriture, c'est du vrai chêne. Grâce à l'influence discrète de Tom. Le banquier, la vente de la propriété avait été finalisée en un temps record. Le fonds communautaire couvrait l'apport initial, et le revenu stable de Marcus, obtenu grâce à son travail au centre des anciens combattants, lui avait permis d'obtenir un petit prêt. Les obstacles financiers étaient derrière eux, il restait à relever les murs littéralement. Un chantier qui devient maison. Vers la fin de la matinée, Sarah Jenkins arriva avec Lily. La fillette avait passé la nuit chez une famille de bénévoles de l'église, pendant que Marcus dormait sur le terrain. Sarah, pour une fois, n'avait pas de dossier sous le bras, seulement un sourire sincère. « C'est réellement en train de se faire, dit-elle. J'ai tout consigné pour le tribunal. Je n'ai jamais vu un tel élan de solidarité. » Lily, les yeux écarquillés, passait d'un groupe à l'autre, fascinée par cette fourmilière d'adultes qui transformait son avenir à coups de marteau. Marcus lui avait offert une petite ceinture à outils garnie de jouets en plastique et d'un véritable maître ruban. La fillette, concentrée, mesurait les cadres de porte avec un sérieux d'ingénieur. « Je peux aider » demanda-t-elle à Tom, qui arrachait les vieilles planches du porche. Tom sourit. « Bien sûr. Ramasse ces clous dans le seau, veux-tu ? On ne voudrait pas que quelqu'un marche dessus. » Lily hocha la tête, grave et fière de sa mission. À midi, la cabane n'était plus qu'une ossature nue. Comme Tom l'avait prédit, les os étaient bons, solides, même si tout le reste devait être refait. Marcus maniait la scie avec assurance, retrouvant une précision qu'il croyait perdue. La clé du passé. Soudain, une petite voix l'appela depuis le dessous du porche. « Marcus. J'ai trouvé quelque chose. » Il s'approcha, Lily, accroupie dans la poussière, montrait un éclat métallique coincé entre deux pierres de fondation. Marcus dégagea l'objet, une clé en laiton, ancienne, patinée par le temps, mais encore magnifique dans sa simplicité. Probablement d'origine, estima Tom en l'examinant. Les fondations datent des années 30. L'ancienne cabane a brûlé dans les années 60, mais ils ont reconstruit au même endroit. Lily prit la clé avec précaution, la tourna entre ses doigts. « Tu crois qu'elle ouvre encore quelque chose ? » « Pas aujourd'hui, » répondit doucement Marcus. « Mais on pourrait la nettoyer et la garder. » Comme un morceau de l'histoire de la maison, murmura la petite. Puis, avec une conviction qui fit sourire les adultes, elle ajouta, pour nous porter chance dans notre nouveau foyer. Elle glissa la clé dans sa poche, comme on confie un secret à l'avenir. Une communauté transformée. Le mot « maison » ne provoquait plus la crainte chez Marcus, il avait enfin appris à le prononcer sans trembler. 43 jours restés au calendrier du conseil, et Benjamin Williams, leur avocat, confirmait que tout avançait selon le plan. Les rapports du tribunal, les évaluations sociales. Les bilans médicaux, tous montraient des progrès constants. Ce soir-là, quand le soleil commença à descendre derrière les collines, les bénévoles rangèrent leurs outils. Clara fit livrer des sandwichs et du café depuis son dîner, l'odeur réconfortante de pain chaud et de viande grillée se mêlait à celle du bois fraîchement coupé. Aux côtés d'Officer Reyes, Marcus observa le chantier. Transformé. Je n'aurais jamais cru voir Elisa Burnham, la directrice de banque, manier un marteau, lança Reyes en riant. Marcus haussa les épaules. Ce n'est pas moi qui ai changé les choses. C'est Lily. Elle a fait voir le monde autrement à tout le monde. Reyes sourit. Peut-être. Ou peut-être que vous aviez tous les deux besoin d'être vus différemment. Le souvenir dans la pierre. Quand la nuit tomba, la plupart des bénévoles étaient partis. Marcus et Lily firent le tour du terrain, imaginant l'endroit où pousseraient les fleurs. Où leur vieille plante araignée, désormais éclatante de vie, trouverait sa place définitive. Marcus, dit Lily en sortant la clé de sa poche, on peut la mettre quelque part dans la maison. Pour se souvenir. Se souvenir de quoi, petite ? Demanda-t-il en souriant. Elle réfléchit un instant, puis répondit avec cette sagesse tranquille qui lui était propre, que les vieilles choses peuvent redevenir nouvelles.
Comme la maison. Comme nous. Marcus s'accroupit, leurs yeux se rencontrèrent à hauteur égale. C'est une idée parfaite, dit-il. On lui construira un endroit spécial. Et tandis que le crépuscule peignait leur future maison de nuances d'or et de violet, Marcus sentit pour la première fois depuis longtemps une paix profonde l'envahir. La clé dans la main. De Lily n'était plus un vestige, c'était une promesse. Celle qu'un lieu oublié pouvait redevenir un sanctuaire. Le jour du jugement. Quelques semaines plus tard, la silhouette imposante du tribunal du comté de Riverview se dressait devant eux. Les marches en granit, polies par des générations de pas, semblaient presque solennelles. Marcus, nerveux, ajusta la cravate prêtée par le pasteur Collins, tandis que Benjamin Williams passait une dernière fois en revue leur stratégie. La juge Montgomery est juste, expliqua-t-il, mais très attachée à la stabilité et à la routine. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Laisse les documents parler. Réponds simplement. Tu as déjà tout fait comme il faut. Sous son bras. L'avocat tenait une lourde serviette en cuir, remplie de preuves, rapport de Sarah Jenkins, bilan médicaux de la docteure Rivera, évaluation pédagogique de mademoiselle Pérez, attestation d'emploi. Photo du chantier, lettre de recommandation. Toute leur histoire, consignée noir sur blanc. Lily devra-t-elle parler à la juge, demanda Marcus, inquiet. Oui, brièvement, répondit Williams. Sarah sera avec elle. Mais crois-moi, ce dossier parle pour vous deux. Devant le tribunal. La salle d'audience était pleine à craquer. Marcus reconnut plusieurs visages, Clara, assise au premier rang, flanquée de Tom et de Reyes, plus loin, la docteure Rivera et mademoiselle Pérez, même Jacques, du centre des anciens combattants, étaient venus. Accompagnés de quelques collègues. Le greffier se leva, veuillez vous lever. La juge Montgomery, femme à la chevelure argentée et au regard perçant, entra d'un pas mesuré. L'atmosphère se figea. Dans un mélange de respect et de tension. L'avocat du comté prit la parole le premier. Votre honneur, bien que nous reconnaissions les efforts de M. Reynolds, cette situation demeure atypique. Une tutelle née de circonstances douteuses. Benjamin Williams se leva calmement. Votre honneur, ce qui a commencé comme un geste de compassion est devenu une histoire exemplaire. Celle d'une tutelle de fait, réussie, légale et pleinement soutenue par la communauté. Il ouvrit son dossier et présenta chaque pièce, une à une, avec la précision d'un homme qui savait que chaque mot pouvait changer un destin. La juge consulta les documents, posant quelques questions méthodiques. Puis, enfin, elle leva les yeux vers Marcus. Le témoignage. Monsieur Reynolds, commença-t-elle, votre dossier mentionne des périodes d'itinérance et de dépendance. Quelle garantie pouvez-vous offrir que cela ne se reproduira pas? Marcus prit une profonde inspiration. Je ne peux pas promettre que je ne rencontrerai plus jamais d'épreuves, répondit-il d'une voix claire. Mais je peux promettre que mes priorités ont changé à jamais. Cela fait 1 an que je suis sobre. J'ai un emploi stable, une maison que nous reconstruisons ensemble, et surtout, une raison de faire les bons choix chaque jour. Cette raison. C'est Lily. Il marqua une pause. Elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée, votre honneur. La juge prit des notes sans trahir la moindre émotion. Vous n'avez pas d'expérience parentale ni de formation particulière. Comment gérez-vous les besoins éducatifs et émotionnels de l'enfant? J'apprends, dit-il simplement. Chaque jour. Les cours de parentalité au centre communautaire. Les livres recommandés par la docteure Rivera. Mais surtout, j'écoute Lily. Pas seulement ses mots, mais ce qu'elle ressent. Les témoins. Sarah Jenkins prit ensuite la parole. Son ton, d'habitude strict, était adouci d'une sincérité nouvelle. En 8 ans de service, je n'ai presque jamais vu un tel soutien collectif, ni une évolution aussi positive. Dans la vie d'un enfant. Puis vint la docteure Rivera et mademoiselle Pérez, présentant à tour de rôle les progrès physiques et scolaires de Lily. La juge les écouta attentivement, feuilletant parfois les rapports dans la serviette de Williams. Enfin, elle posa sa plume. J'aimerais entendre l'enfant, dit-elle. Sarah se leva, alla chercher Lily dans le couloir. Marcus suivit du regard la petite.
silhouette qui disparaissait derrière la lourde porte du bureau du juge. Le silence tomba dans la salle, lourd et solennel. Pour Marcus, chaque seconde paraissait une éternité. Derrière cette porte. C'était plus qu'une audience, c'était la promesse d'une vie nouvelle qui se jouait pour lui, pour Lily, et pour cette maison qu'ils avaient reconstruite pierre par pierre, cœur contre cœur. La salle d'audience était suspendue dans un silence presque irréel. Les minutes s'étiraient comme des heures. Benjamin Williams posa une main rassurante sur l'épaule de Marcus. « C'est une enfant. »« Remarquable, » murmura l'avocat. « Fais-lui confiance, elle saura dire la vérité. » 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Lily reparut, son visage grave mais paisible. Elle adressa à Marcus un petit sourire avant que Sarah ne la guide vers un siège dans la galerie. Le juge Montgomery revint sur le banc, le visage impassible. Le tribunal a examiné une documentation considérable. Commença-t-elle, en désignant le dossier désormais refermé devant elle. Nous avons entendu le témoignage de professionnels qualifiés, ainsi que celui de M. Reynolds lui-même. Mais surtout, j'ai parlé à Lily. Marcus retint son souffle. Ce qui a commencé comme une intervention d'urgence, poursuivit le juge, s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire. Les circonstances de cette affaire sont inhabituelles, certes, mais les résultats sont indéniables. Lily s'épanouit sous la garde de M. Reynolds, soutenue par un réseau communautaire impressionnant. Elle feuilleta ses papiers. Avec lenteur. Par conséquent, ce tribunal accorde à M. Marcus Reynolds la garde continue de l'enfant mineur connu sous le nom de Lily, sous réserve d'évaluation trimestrielle durant la première année, puis annuelle par la suite. Un murmure d'applaudissements et de soupirs de joie parcourut la salle avant d'être rapidement étouffé par le regard sévère du greffier. « Monsieur Reynolds », ajouta la juge, sa voix s'adoucissant, ce dossier prouve ce qu'un être humain peut accomplir lorsqu'il refuse de détourner le regard devant la détresse d'un autre. Continuez à mériter la confiance que ce tribunal et cette communauté ont placée en vous. Je le promets, votre honneur, répondit Marcus, la voix tremblante d'émotion. En quittant la salle, Lily glissa sa petite main dans la sienne. On a gagné? Chuchota T.L. Marcus s'agenouilla pour être à sa hauteur. Oui, petite. On a gagné. On reste ensemble, aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Lily hocha la tête avec son sérieux habituel. Alors, c'est sûrement pour toujours. Quelques semaines plus tard, Marcus ajustait les manches du nouvel uniforme de Lily. Bras tendus. Comme un avion, dit-il en mesurant la longueur. La robe à carreaux verts était un peu trop grande. Il faut de la place pour grandir, avait insisté Clara en les aidant à la choisir. C'est toujours aussi rêche, demanda Lily en fronçant le nez. Tu t'y feras, promit Marcus. Après quelques lavages, elle sera douce. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience. Leur cabane rénovée, jadis en ruine, respirait désormais la chaleur et la vie. Marcus, promu superviseur à l'atelier des anciens combattants, encadrait désormais la fabrication de meubles. Mais l'événement le plus important approchait. Demain, Lily ferait sa rentrée à l'école primaire de Riverview, avec 20 autres enfants de son âge. Le formulaire d'inscription, tamponné et approuvé, trônait fièrement sur la table de la cuisine. Pour Marcus, ce simple document valait plus que toutes les pétitions et les plans d'abri qu'il avait remplis, il symbolisait la normalité. Le droit fondamental de l'enfance. Madame Pérez a dit que tu devras signer mon cahier de devoirs chaque soir, rappela Lily en répétant avec application le nom de sa nouvelle maîtresse, Madame Abernathy. Chaque soir, confirma Marcus en souriant. Un coup frappé à la porte interrompit leurs préparatifs. Sarah Jenkins se tenait sur le perron, un sac à dos à la main. Inspection finale du foyer. Annonça-t-elle, un sourire au coin des lèvres, et un petit quelque chose pour notre nouvelle élève. Lily découvrit un sac à dos et une boîte à déjeuner décorée de planètes et d'étoiles. Comme dans nos livres de science. S'exclama-t-elle, émerveillée. Le docteur Rivera m'a dit que tu aimais l'astronomie, expliqua Sarah. Pendant que Lily rangeait soigneusement ses fournitures. Sarah nota quelques observations sur sa tablette. Tout est parfait, conclut-elle. Le tribunal sera ravi de voir vos progrès. Tu reviendras nous voir, demanda Lily. Mes visites officielles seront plus rares,
mais j'aimerais beaucoup recevoir de tes nouvelles. Peut-être quelques-uns de tes devoirs? Ce soir-là, après le départ de Sarah, Marcus et Lily rejoignirent le petit restaurant de Clara pour leur dîner du vendredi. Cette fois, il n'était plus le vétéran sans-abri et l'enfant perdu, mais des habitués respectés. Des nouvelles de ta sœur? Demanda Clara en déposant les assiettes. Marcus hocha la tête. Oui. On recommence à se parler. Doucement. Elle a même envoyé à Lily un livre sur les animaux du désert. Peut-être qu'elle viendra pour Noël. Les familles, c'est compliqué, fit remarquer Clara d'un ton sage. Mais ça vaut toujours la peine. En rentrant sous le ciel d'automne, Lily sautillait, ramassant feuilles et cailloux, comme elle le faisait autrefois. Tu es nerveuse pour demain? Demanda Marcus. Un peu. Et si les autres enfants pensent que je suis bizarre? Alors ils rateront. La chance de connaître quelqu'un d'extraordinaire, répondit-il simplement. Chez eux, la lumière dorée filtrait à travers les fenêtres neuves. Après le bain et l'histoire du soir, Lily posa une question, la voix douce. Tu te souviens du jour où tu m'as trouvé, près de la benne? Marcus sentit sa gorge se serrer. Oui, je m'en souviens. J'étais jeté, dit-elle calmement. Comme quelque chose de cassé. Mais toi, tu m'as gardé. Tu m'as réparé. On s'est réparé ensemble, répondit-il avec émotion. C'est ça, une famille, conclut-elle. Garder les autres? Même quand ils sont cassés. Marcus resta longtemps à son chevet, regardant la lumière des étoiles glisser sur les rideaux qu'ils avaient choisis ensemble. 1 an plus tard, la salle du centre communautaire de Riverview débordait d'énergie. Autour des tables, des ouvriers, des enseignants, des anciens sans-abri, des responsables municipaux et des bénévoles. Partager café et souvenirs. Marcus prit la parole, un peu tremblant. Je ne suis pas un grand orateur, dit-il, mais certaines histoires méritent d'être racontées. Sur les tables étaient exposées de petites maquettes en bois, des maisons miniatures conçues à partir de ces plans. Ces modèles serviraient à enseigner les bases de la construction à des personnes en situation de précarité. L'an dernier, vous avez tous aidé à bâtir une maison pour un vétéran sans abri et une fillette abandonnée, rappela Marcus. Aujourd'hui, nous lançons un programme pour construire 20 autres maisons pour des familles qui ont besoin d'une seconde chance. Au premier rang, Lily, désormais âgée de 7 ans, rayonnait. Ses habits étaient propres, sa posture confiante. Sa voix claire lorsqu'elle saluait les visages familiers. À ses côtés se trouvaient Clara, Tom, l'officier Reyes, l'avocat Williams et Sarah Jenkins, la coalition improbable devenue une véritable famille élargie. L'initiative Logement Riverview n'est pas de la charité, ajouta Marcus, reprenant les mots de Clara. C'est un investissement dans notre propre communauté. Chaque famille logée, chaque enfant stabilisé rend notre ville plus forte. Le maire Wilson, autrefois sceptique, annonça fièrement l'approbation officielle de la construction de 10 petites maisons destinées aux anciens combattants et aux familles en transition. Alors que les participants admiraient les maquettes, Sarah s'approcha de Marcus, l'air hésitant. Marcus, il faut que je te dise quelque chose. Nous avons retrouvé une personne affirmant être la tante maternelle de Lily. Elle a déposé une demande d'information. Marcus sentit le sol se dérober sous lui. Après tout ce temps? Où était-elle quand Lily a été abandonnée? Elle affirme qu'elle l'ignorait, qu'elle cherchait depuis qu'elle avait appris l'existence de sa nièce. Elle souhaite la rencontrer. Peut-être même demander la garde. Elle en a le droit? La garde est légale et solide, le rassura Sarah. Mais les liens du sang ont toujours du poids. Williams examine déjà la situation. Marcus regarda Lilio. Loin, en train d'expliquer au maire comment ces blocs de bois s'emboîtaient pour renforcer la structure. Sa voix assurée contrastait avec le silence apeuré de l'enfant qu'il avait trouvé un an plus tôt. Et maintenant? Rien d'immédiat, répondit Sarah. Il y aura une enquête, peut-être une audience. Mais ton parcours est exemplaire, Marcus. Le bien-être de Lily reste la priorité du tribunal. Malgré la nouvelle, Marcus se força à rester dans l'instant. Ce jour marquait une victoire collective, la preuve qu'un acte de compassion pouvait engendrer un mouvement. Le soir, en rentrant chez eux, la main de Lily dans la sienne,
Marcus trouva le courage d'aborder le sujet. Lily, il faut qu'on parle. Quelqu'un est venu se manifester, quelqu'un de ta famille. Ta tante. Lily ralentit. Je dois aller avec elle? Non, répondit-il aussitôt. Tu restes ici. Mais elle aimerait te rencontrer. Tu viendras avec moi? Bien sûr. À chaque étape. Devant la cabane, le petit jardin de Lily foisonnait, tomates, fleurs, et le premier plan d'araignée qu'ils avaient sauvé ensemble, multiplié et offert à tout le voisinage. Je me souviens un peu. De ma maman, dit-elle en agenouillant. Et de d'autres gens, mais ils sont partis. Marcus sentit son cœur se serrer. Mais toi, tu es resté, ajouta-t-elle simplement. Même quand c'était dur. C'est pour ça que t'es ma vraie famille. Ils rentrèrent. Le salon, autrefois nu, respirait la vie, livres, dessins, cadres photos. Pendant que Lily travaillait ses tables de multiplication. Le téléphone sonna. C'était Clara. J'ai entendu la nouvelle, lança-t-elle. Williams a déjà 6 témoins prêts à témoigner. Le docteur Rivera prépare un dossier sur la continuité du développement. Clara, tu n'es pas obligée de. Allons, Marcus. La famille prend soin de la famille. Et vous deux, vous êtes la famille de toute la ville maintenant. Et puis, ajouta-t-elle avec son franc-parler. T'as encore du boulot, 20 maisons, ça ne se construit pas tout seul. Après avoir raccroché, Marcus rejoignit Lily, penché sur ses blocs de bois. Qu'est-ce que tu construis, ma puce? Une maison plus grande, répondit-elle, concentrée. Pour quand on aidera d'autres enfants comme moi. Marcus la regarda, ému. Ses petites mains créaient un abri à partir d'éléments simples. Un espace de guérison pour les âmes perdues comme celle qu'elle avait été, comme celle qu'il avait lui-même retrouvée. Dans le doux cliquetis du bois s'achevait le cercle qu'ils avaient commencé à réparer ensemble.